Bien, mesdames et messieurs les vice-présidents, mes chers collègues, je vais commencer notre séance de rentrée en excusant un certain nombre de conseillers départementaux. Madame Céline Brasseur, qui a donné son pouvoir à son binôme Paul Fournier, Jean-Michel Rabier, à Madame Magali Cartagena, Marie-Claude Lavocat transmis le sien à Stéphane Martinelli. À l'occasion de cette rentrée, permettez-moi de faire le point sur l'été qui s'achève et durant lequel nous avons dû faire face à un contexte climatique extraordinaire, mêlant sécheresse exceptionnelle et orages dévastateurs. Plus personne ne peut le nier, le réchauffement climatique est là. Certains peuvent venir contester son origine humaine, je me fie pour ma part aux nombreuses études qui l'approuvent. Mais plutôt que de me lancer dans un débat byzantin sur le sujet, je préfère m'attarder sur les conséquences qui nous touchent tous, y compris en Haute-Marne. En effet, les pluies de 2021 nous avaient fait oublier notre fragilité et les sécheresses des années précédentes. Je le dis d'autant plus facilement qu'il serait déplacé d'en tirer la moindre gloire. Je pointais cette menace dans mon livre en appelant les pouvoirs publics à la mobilisation générale sur les questions de l'eau, des forêts, en souhaitant la création d'un grand ministère de l'eau et des forêts, comme il en existe un pour la mer. C'est notre richesse, notre patrimoine. Mais à l'instar des océans pollués par nos déchets, ce sont nos actes et parfois nos excès qui ont conduit cet assèchement et ces destructions. Est-ce normal que 20% de l'eau potable produite soit perdue du seul fait du manque d'entretien de nos réseaux? Comment expliquer la propagation de feux géants, ces fameux méga-feux, dont les images en Gironde nous reviennent, et si ce n'est par leur manque d'entretien ou de gestion? Cela doit nous inquiéter. En Haute-Marne, nos pompiers avaient l'habitude d'aller chaque été dans le sud de la France. Maintenant, ils se rendent dans le Jura, en Gironde, en Saône-et-Loire, en Bretagne, dans le Doubs. Vous les avez vus durant tout l'été, je voudrais vraiment les remercier en votre nom, parce que je crois qu'ils ont montré cette belle solidarité nationale. Notre responsabilité est totale, l'enjeu est trop important, les drames sont si violents. Nous ne pouvons pas laisser la charge mentale liée au réchauffement climatique aux générations futures. Qu'il me soit permis de saluer en votre nom, j'en suis sûr, cette formidable solidarité que nous avons eue tout l'été entre les départements face aux incendies et à la mobilisation des sapeurs-pompiers volontaires partout en France. Nous en arrivons au bout d'un système. Jusqu'à présent, nous mobilisions les sapeurs-pompiers dans les départements à faible risque pour les déployer dans les zones les plus exposées. Le risque se généralisant, ce modèle va devenir à l'avenir difficilement tenable. Nous aurons besoin de renforts, nous aurons besoin de volontaires. C'est pourquoi, afin de rendre plus attractif le statut de pompier volontaire, j'ai appelé avec mes collègues présidents des départements de France, le gouvernement, à prendre à très court terme 2 décisions fortes pour encourager le volontariat des sapeurs-pompiers. Une revalorisation de l'indemnité horaire des sapeurs-pompiers volontaires à hauteur de 3,5%, qui devra être compensée intégralement par l'État. Et je compte sur nos parlementaires pour défendre cette proposition. Et une revalorisation significative de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, la retraite des volontaires, avec notamment le doublement de cette prime pour de 20 à 25 ans de service. Nous sommes prêts, les départements, à prendre la moitié du financement de cette mesure. L'État doit prendre sa part. Nous le savons, l'adaptation doit aller plus loin et André Acari, président de Saône-et-Loire et de la CNIS, et Jean-Luc Glaise, président de la Gironde, mènent en ce moment même une mission flash qui nous permettra de tracer les contours d'un nouveau modèle de sécurité civile. Une des premières pistes sera sans doute la création d'un fonds d'aide à l'investissement, car les départements ne peuvent pas porter seuls les charges de l'infrastructure. Mais il va falloir aussi s'habituer à l'exceptionnel. Nous en sommes pleinement conscients puisque nous faisons face à des crises extrêmes. Nous devons par conséquent être à la hauteur de la situation, à la fois en tant que collectivité responsable, mais aussi en tant qu'exécutif politique et répondre aux attentes. C'est notre rôle d'organisateur des solidarités et cela doit rester notre priorité. Alors que les Hauts-Marnais sont face à des difficultés majeures de pouvoir d'achat, j'ai annoncé à la rentrée le gel du prix des repas dans les cantines de nos collèges. Le prix famille restera le même, 2,65 €, hors aide et demi-pension, pour l'année 2022-2023. Je rappelle que ces repas reviennent, et il faut le dire autour de vous, reviennent à la collectivité à 7,5 €. L'effort réalisé est déjà important, et je crois que la qualité de notre restauration scolaire montre que nous pouvons faire du bon local, grâce notamment à Agri-Local,
et pas plus cher quand on se donne les moyens de former les personnels. Nous pouvons être fiers de ce que produisent les agents du département pour les collégiens et même parfois plus. Au titre de nos compétences essentielles, vous aurez à voter un positionnement sur le transfert des routes nationales de notre territoire. Comme vous le savez, je me suis battu pour que les départements puissent candidater en priorité. Nous avons les hommes et les savoir-faire. Mais depuis le début des discussions, force est de constater que l'État ne joue pas vraiment le jeu. Partout en France, les départements ont eu des difficultés à avoir des informations fiables sur le périmètre et les conséquences financières de ce transfert. Quelle moyenne d'investissement? Quel nombre d'agents? De kilomètres concernés? L'état des ouvrages d'art? Les réponses ont varié ou pire n'existent pas. Quand il s'agit de savoir les investissements prévus dans le cadre du prochain CPER mobilité, on oppose le silence tout simplement. Mais je ne reculerai pas. À ma demande, une cellule des départements qui se sont positionnés pour reprendre les routes nationales va être créée au sein de l'Assemblée des départements de France pour partager les informations sur ce transfert. En Haute-Marne, sans la voiture, il n'y a pas de mobilité, pas de rendez-vous chez le médecin, pas de caddie à remplir. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette opportunité de mettre fin au retard en matière d'investissement de ces axes structurants. Mais une question se pose. Pourrons-nous poursuivre longtemps nos politiques non obligatoires? Car il y a une réelle volonté de reprendre la main sur la liberté de l'autonomie des collectivités. Nous allons être à nouveau la cible dans les prochaines semaines, même si le gouvernement s'en défend, mais nous avons des ambiguïtés fortes devant nous, fortes pour ne pas éveiller notre vigilance. D'un côté, nous avons notre ministre, Christophe Béchu, ancien président de département d'ailleurs, qui ne jure qu'à longueur d'interviews ou de questions au gouvernement qu'il n'y aura pas de baisse de dotation pour les collectivités territoriales. De l'autre côté, nous avons Elisabeth Borne, qui a transmis à Bruxelles les orientations budgétaires de notre pays avec un projet de baisse de 0,5% des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales. 10 milliards d'économies sur le quinquennat, soit exactement ce qu'avait annoncé le candidat Emmanuel Macron. C'est à nouveau un pacte de Cahors, ou d'Angers si vous préférez. Et il s'annonce. On ne saura sans doute pas plus, on en saura certainement plus dans quelques jours avec le projet de loi de finances, mais c'est une nouvelle mise sous tutelle qui est inacceptable. C'est d'ailleurs le message que je passerai la semaine prochaine à la Première ministre, puisque je serai reçu à Matignon avec une délégation de présidents de département. Je lui rappellerai une formule du président de la République, qui paie, décide. En matière de solidarité, on en est loin, c'est même le contraire. Quand le gouvernement annonce la revalorisation du point d'indice pour les fonctionnaires territoriaux, l'augmentation du RSA, la hausse de la rémunération des accompagnants à domicile, il le fait seul et presque sans compensation. Quand l'État contractualise avec nous, il décide qu'il ne finance que 50%. C'est par exemple le plan pauvreté qui est essentiel dans la lutte contre la précarité et qui est un engagement important du département soumis au contrôle de l'État. Le fond de ces décisions est légitime, mais l'État ne peut pas augmenter nos dépenses unilatéralement alors que nous n'avons plus de moyens de fixer le montant de nos ressources. L'État n'a pas à décider si nous sommes de bons gestionnaires. Nous le sommes parce que nous ne pouvons pas voter de budget en déséquilibre, ni la manière dont nous devons gérer nos collectivités. Sinon, il faudra renoncer à certains projets et je ne veux pas avoir à choisir entre certaines de nos actions. Je ne veux pas avoir à choisir entre accueillir dignement en Haute-Marne plutôt qu'en Belgique des enfants touchés par le handicap, comme nous allons le faire à Bologne dans le futur établissement médicalisé, dont j'ai posé la première pierre hier, et nos engagements en faveur de la santé des Hauts-Marnais, comme les futurs cabinets médicaux mobiles. Pas avoir à choisir entre la sécurité de nos routes et l'aide aux communes et aux intercommunalités dans leurs projets, parce que je sais qu'elles sont là pour le bien des Hauts-Marnais. On me dira ensuite que je crie avant d'avoir mal. Mais presque 5 ans à la tête de ces départements m'ont rendu prudent et m'auront sans doute fait perdre le peu qui me restait de naïveté. Je reste pour autant profondément républicain. C'est pourquoi je soutiens la démarche des associations de collectivités de participer au Conseil national de la refondation. On ne peut pas refuser de discuter quand la main est tendue, même si j'ai des doutes profonds sur l'utilité de cette nouvelle structure. Ce Conseil ne doit pas être un nouvel artifice destiné à phagocyter le Parlement. Nous ne servirons pas pour autant de caution à des propositions qui nous déplairaient. Si c'était le cas, nous le ferions savoir en portant de ce CNR que je répugne à appeler aussi, tant cet acronyme est marqué par la souffrance de la guerre et de l'espoir qu'il a suscité. Certains peuvent penser qu'il s'agit d'une erreur de langage.
Je pense que le mélange des genres était plutôt voulu, c'est donc une faute de communication. Je sais maintenant que quand on a une opportunité qui se présente, il faut la saisir. C'est ce que nous allons faire avec la convention concernant le passage de la flamme olympique en Haute-Marne. C'est une chance unique dans une vie et nous voulons en faire profiter tous les Hauts-Marnais. 59 départements se sont déjà positionnés et je lancerai prochainement un comité d'animation Paris 2024 Haute-Marne pour le label Terre de Jeux et pour la flamme, pour faire de cet événement international une fête populaire sur notre territoire associant nos forces vives. C'est ce que nous avons fait également avec la SEM Immobile, quand il a fallu réagir au départ des Forges de Bologne et remettre l'ouvrage sur le métier, après un premier appel à projet infructueux. L'usine, dont j'ai remis les clés à Emmanuel Viellard, constitue une réussite collective exceptionnelle et une vitrine pour la forge du XXIe siècle. N'ayons pas peur de ce destin qui semble parfois nous échapper, au contraire, à chaque fois, soyons les acteurs pour le transformer en opportunité à saisir. C'est à mon sens la seule façon d'améliorer le quotidien, celui des Hauts-Marnais. Je vous remercie. Je vous remercie. Je donne la parole. Oui, Madame Robert Dehaut. Je vous remercie. Tout d'abord, je veux saluer votre initiative pour la protection des pompiers et puis aussi pour nos petits écoliers et le gel des repas. Voilà. J'aimerais évoquer quelques-uns des rapports que nous aurons à voter aujourd'hui, ainsi qu'effectivement l'actualité dans ce moment, j'ai envie de dire, puisque c'est plus que cet été. Donc tout d'abord, je suis rassurée concernant le médecin de prévention, dont vous savez, c'est un de mes sujets favoris, que nous avons enfin, après plus d'un an de recherche sur le département. Par contre, j'ai une question sur son nombre de jours de présence par mois, car il me semble qu'il n'est pas à temps plein, contrairement à son prédécesseur. Cela peut-il couvrir tous les agents ou alors aurons-nous recours à un autre médecin ? Pour rester dans le cadre médical, je pense à l'EHPAD de Maranville qui a alimenté les journaux de nos vacances. Alors vous êtes intervenu, c'est une excellente chose naturellement, un peu tardivement, donc je me demandais pourquoi, puisque déjà 10 résidents avaient été relogés au moment de votre intervention, provoquant naturellement chez eux un certain traumatisme, vu leur grand âge. Pouvez-vous nous dire dès à présent si des aides pourront être octroyées à l'association qui gère l'établissement ? Toujours sur les EHPAD, je pense à l'EHPAD de Vassy, dont nous assurons bien sûr notre solidarité et notre soutien aux salariés et aux patients. Nous défendons les hôpitaux de proximité, plus spécifiquement celui de Vassy, pour éviter la fermeture des services SSR et médecine. Malheureusement, c'est une application un peu calamiteuse, concrète et locale du plan régional de santé Grand Est de l'État, par l'intermédiaire de l'ARS, mais que vous avez soutenu en tant que LR au plan régional, puisque vous avez donné un avis favorable en mars 2018 sur ce plan. Quelle est la position du département dans ce dossier ? Je souhaiterais savoir quelle est votre position sur le dossier de l'EHPAD de Vassy, enfin, au jour d'aujourd'hui. Enfin, dans un autre domaine, je me pose la question sur le cabinet consulting Temana Conseil, à qui vous octroyez 112 000 €, et sur sa mission, je cite, « pour la mise en œuvre d'une certification ». En effet, cette société a été créée en janvier 2022, c'est donc une société bien jeune, moins d'1 an d'expérience, donc peu d'expérience. C'est une SARL unipersonnelle, dirigée par une personne dont on ne sait rien. D'où vient-elle ? A-t-elle des liens avec le département ? Quelles sont ses compétences particulières ? Que va-t-elle apporter aux agents du pôle ressources et moyens qui font leur travail et le font très bien ? Qu'est-ce que cette certification va apporter de plus au service public et au service du public ? Ne serait-ce pas le moment, et j'en ai déjà parlé, mais je recommence, d'avoir une stratégie à long terme en formant le personnel nécessaire pour certaines tâches, en le valorisant et d'éviter ainsi d'avoir recours à ce type de cabinet. 102 000 € pour ce cabinet situé à Lyon, un montant très conséquent qui quitte notre département. C'est 102 000 € en moins pour les Hauts-Marnais. Pour finir, je vois page 6 dans la liste des marchés attribués, 792 000 € pour l'édition et la distribution du magazine du conseil départemental. En fait, ce sont 3 lignes que j'additionne, puisque c'est...
Et à l'époque du numérique, où on nous demande d'utiliser de moins en moins de papier, ne pourrait-on pas trouver d'autres solutions pour permettre à ces 792 000 € d'être utilisés de façon plus bénéfique pour les Haut-Marnais? Par exemple, lors de la prochaine parution, pourquoi ne pas y insérer un coupon-réponse pour ceux qui souhaitent continuer à le recevoir en version papier? Combien de Haut-Marnais le lisent? En vérité, très peu. Il y a même plus d'exemplaires que de foyers Haut-Marnais. Le nombre d'exemplaires est passé de 88 000 à 98 220 avec le numéro 43 été 2022, alors qu'il y a moins de 80 000 foyers Haut-Marnais. Le nombre d'exemplaires augmente alors que le nombre de foyers qui peuvent le recevoir diminue. Plus d'exemplaires que de foyers, peu de foyers qui le lisent, alors autant réduire la voilure, puisque de toute façon, il y a la version numérique. Je rappelle qu'on parle presque de 800 000 €. 800 000 € qui seraient plus utiles pour nos personnes âgées ou nos pompiers. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, je continue à prendre les questions, puis je répondrai ensemble. Alors, qui veut intervenir? Si c'est sur Vassy, je répondrai sur Vassy. Vous voulez intervenir sur Vassy, monsieur le gouverneur? Allez-y, monsieur le gouverneur. Oui, donc moi je voulais intervenir par rapport à l'hôpital de proximité, enfin si on peut dire hôpital de proximité de Vassy aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe et qui est inacceptable. Tout d'abord, sur la méthode, je fais partie du conseil de surveillance. Il faut savoir que la labellisation de nos 3 hôpitaux de proximité traîne depuis des mois, hein, Joinville, Montier-Randert, Vassy. Et là, on a accepté au conseil de surveillance de fermer malgré tout les lits de SSR et de médecine, 20 lits SSR et 5 lits médecine pendant les congés, parce que le personnel avait été déjà beaucoup sollicité avec le Covid et donc qui devait partir en vacances, avec donc une promesse de reprise au 4 septembre. Le 4 septembre, eh bien, sans prévenir, sans rien, de manière unilatérale ou bilatérale, on va dire, puisqu'il y a 2 personnes qui sont censées chapeauter ça. Donc, l'hôpital n'a pas réouvert, alors que le personnel est revenu, en fait. On a la même situation en termes de personnel le 4 septembre qu'on avait avant les congés. Donc, sans réunir le conseil de surveillance, comme ça, sans rien, on décide de fermer. Alors, la directrice des soins vient expliquer que les lits SSR donc, repartiraient sur Joinville, la médecine irait sur Montier-Randert, Vassy deviendrait une maison de retraite, en fait, un EHPAD. Donc voilà sur le fond, comment ça se passe. Enfin, sur la méthode, comment ça s'est passé. Sur le fond, on ne comprend pas bien parce que vous avez la loi 3DS qui a été votée au mois de février dernier. Et dans les 3D, il y a la différenciation. Donc je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas preuve un peu d'imagination et qu'on n'appliquerait pas sur nos hôpitaux qui sont dans un département où on sait qu'on a une population vieillissante. On ne ferait pas quelque chose d'un peu inventif. On nous dit qu'il faut un certain nombre de lits pour avoir un budget pour un hôpital. Donc on dissocie les 3 hôpitaux, mais pour la direction, ça ne pose pas de problème, on fusionne. On a une seule directrice pour l'hôpital de Montier, Vassy et Joinville. Donc en fin de compte, quand ça arrange, on fusionne, et quand ça dérange, on compte séparer. Évidemment, toute cette situation conduit à un pourrissement. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on attire des infirmières sur cet hôpital avec le bruit de passer d'un hôpital de proximité à un EHPAD? Comment voulez-vous qu'on attire des médecins? Ça paraît compliqué. Ce n'est pas nos anciens qui sont responsables de ça. Nos anciens qui sont souvent en SSR avant de rejoindre l'EHPAD. Ce n'est pas de leur faute si on n'a pas su revaloriser à temps les infirmières, malgré qu'on les ait applaudis tous les soirs pendant de nombreux mois. Ce n'est pas de la faute de nos anciens si on n'a pas su non plus bouger le numerus clausus des médecins suffisamment en amont. Ce n'est pas non plus de leur faute si on paie des mercenaires pour venir sur les hôpitaux qui assurent bon an mal an 8 consultations dans la journée. C'est pas la ruralité qui est responsable de ça, c'est pas nos anciens qui sont responsables de ça. Et évidemment, quand il faut trouver de l'argent, par contre, on sabre là où ça fait mal. Les conséquences, vous voyez que la proximité, elle en prend encore un coup. Quand vous avez vos parents qui sont en SSR, vous faites l'effort ou pas l'effort, mais voilà, naturellement, dès que vous avez 5 minutes, quand c'est à proximité, vous pouvez passer un petit peu l'air quinqué et tout. Déjà, si c'est à une vingtaine de kilomètres, vous aurez un peu plus de difficultés pour aller leur remonter le moral, forcément. Quand vous avez 2 pharmacies sur place qui perdent 25 lits dans un hôpital de proximité, c'est un tout petit peu compliqué aussi. L'avenue des médecins dans la maison médicale, je vous en ai parlé, c'est voilà. Moi, voilà, la confiance est rompue. Elle était déjà pas folichonne par rapport aux instances de l'ARS et puis du GHT.
Je pense même que c'est une erreur stratégique par rapport à d'autres fusions qui sont envisagées dans le nord de la Haute-Marne. Vous savez de quoi je parle. Et c'est pas en nous prenant pour des lapins de 6 semaines qu'on va signer dès demain voilà, cette future fusion également. Donc je pense que je redis que c'est une erreur stratégique parce que je ne sais pas si ces gens qui sont haut placés se rendent compte que ce sont les mêmes élus qui devront voter au sein de l'agglo de Saint-Dizier les futures fusions. Il y a déjà au moins en direct 50 maires qui sont concernés, qui siègent à l'agglo et qui sont concernés par l'hôpital de Vassy. Je dirais d'emblée une 50aine de maires. Donc vous voyez que quand je parle d'erreur stratégique, je vais tout faire finalement, puisqu'on n'a plus confiance et qu'on nous prend pour des guignols, je ne vois pas pourquoi j'irais dans ce sens. Donc voilà où on en est aujourd'hui sur l'hôpital de Vassy. Donc je pense que ça va encore beaucoup bouger. On doit rencontrer le directeur du GHT et on devait rencontrer le directeur de l'ARS. Je ne sais pas s'ils seront présents lundi prochain à 16h. Donc on posera les bonnes questions. Voilà, merci pour votre écoute. Merci, Monsieur le Gouverneur. D'autres demandes d'intervention? Bien, écoutez, je vais répondre à l'ensemble des questions qui m'ont été posées. La première sur le médecin de prévention. Alors, médecin de prévention, on fait appel à ce médecin maintenant depuis le 11 juillet dernier, et on me dit que 64 agents ont déjà obtenu un rendez-vous, donc ce qui est considérable. C'est sous forme de vacation, hein. Donc on fait appel à lui quand on a besoin. Ça équivaut à 2 jours par mois. Pour l'instant, c'est suffisant pour rattraper le retard et pour pallier à toutes les urgences. Voilà, donc c'est 64 agents vus depuis mi-juillet. Je peux vous dire que c'est quelque chose, c'est un chiffre important. Sur Marenville, écoutez, ce qui s'est passé durant l'été, vous l'avez lu dans la presse. Je pense que vous lirez certainement la suite dans les prochains jours. Moi, j'ai souhaité qu'on se donne une dernière chance pour cet établissement qui compte effectivement 24 résidents. C'est la politique que je souhaite mener dans le département. Maintien des petites structures pour le handicap, pour les personnes âgées, pour les écoles, pour les collèges. Et c'est vrai que j'ai souhaité quand même, à un moment, redire le rôle du département et le rôle de l'ARS, mais en tout cas pour le département, et je n'ai pas cautionné cette décision qui a été prise par le conseil d'administration de l'EHPAD de Marenville. J'ai donc tout de suite exprimé mon mécontentement durant l'été et j'ai demandé à rencontrer, en tout cas j'ai proposé à la présidente et au maire de Marenville de venir me rencontrer. Ça a été fait fin août. Fin août, effectivement, il y avait déjà eu des informations qui avaient été données aux familles, il y avait déjà eu des départs de résidents, il y avait des lettres de licenciement qui avaient été envoyées. Et j'ai demandé à la présidente si on pouvait essayer quelque chose. Elle m'a dit oui. Donc j'ai fait effectivement stopper les transferts. Et je me suis mis dans une dynamique pour essayer de faire une proposition. Aujourd'hui, j'ai une proposition à faire, puisqu'en fait, on a trouvé une directrice qui a accepté de prendre la mission pour 6 mois. On a trouvé aussi la personne qui va travailler sur le bien-vivre, sur l'accompagnement, sur l'animation dans cette EHPAD. Et on avait besoin aussi de soins, donc on avait besoin d'un temps partiel d'infirmière. J'ai trouvé aussi l'infirmière. Donc aujourd'hui, je peux proposer à l'association ces 3 personnels qui vont être missionnés par le conseil départemental pour voir si vraiment ou pas un EHPAD de 24 résidents peut encore fonctionner en Haute-Marne, en s'appuyant bien sûr sur les EHPAD de proximité. Je pense bien sûr à Châteauvillain et Arc-en-Barrois, sur la restauration, sur les RH, les fiches de paye par exemple. Voilà. Donc, et je ne veux pas non plus qu'on reproche au département de ne pas avoir fait cette démarche. Franchement, si j'étais resté silencieux, vous auriez pu venir me dire aujourd'hui, Madame Robert Dehaut, on ne vous a pas vu, on ne vous a pas entendu. Je dois dire, j'en ai pas entendu beaucoup. Et je me suis même trouvé un peu seul cet été, mais je voudrais remercier l'équipe qui m'entoure et la direction des solidarités qui a tout fait pour, en 15 jours, trouver les 3 personnes ressources que je viens d'évoquer avec vous. Voilà. Donc maintenant, je vais repasser la main à la présidente et au conseil d'administration qui va bien sûr va embaucher ces 3 personnes qui seront ensuite compensées par le conseil départemental. En fait, on va financer cette période de 6 mois
pour faire l'étude sur le fonctionnement, sur les investissements urgents, sur la gouvernance, sur le personnel. En tout cas, vraiment, on met vraiment les moyens pendant 6 mois pour tout explorer et pour voir si ça peut fonctionner et se poursuivre. Avec 10 résidents pour l'instant. Les résidents, les familles en tout cas, qui ont dû retirer leurs proches auront le choix d'ici quelques jours, puisqu'en fait l'idée c'est vraiment le départ de l'ancien directeur mi-septembre et l'arrivée de la nouvelle directrice mi-septembre, donc vraiment un passage de témoin. Les familles et les résidents qui souhaiteraient, en fonction de leur état de santé, qui souhaiteraient revenir dans l'établissement pourront revenir, et nous prendrons aussi les nouveaux résidents qui souhaiteraient intégrer l'EHPAD de Maranville. Voilà. On a fait les choses calmement, sans bruit, et je dois dire que on a eu un peu de chance aussi d'avoir les personnels qui ont répondu présents à cette mission, qui est quand même un vrai pari, mais je crois que ça le nécessite. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je vois la ruralité, c'est comme ça que je vois la façon de servir les Hauts-Marnais, c'est-à-dire quand on peut faire de la proximité et de la prise en charge au plus proche et même un peu familiale, et bien on le fait. Je me suis déjà exprimé là-dessus, sur la prise en charge des enfants ou des personnes en situation de handicap. Sur le cabinet, alors Théma Conseil. En fait, je voudrais quand même qu'on parle de 100 000 euros pour faire réussir un plan d'investissement de 540 millions d'euros. Voilà. 100 000 euros d'un côté, 540 millions d'euros en face. Donc on a besoin effectivement d'accompagner nos équipes, parce qu'on sait bien que souvent ce qui pêche pour faire sortir un projet, c'est l'ingénierie, et donc on les accompagne. On a d'ailleurs un monsieur Cap 2030 qui va arriver pour effectivement lundi, je crois, ou le 19, oui, le 19, donc dans quelques jours maintenant, qui va arriver aussi pour restructurer un peu cette direction et pour pouvoir, parce qu'on peut afficher des investissements, on peut afficher des chiffres, l'objectif pour nous c'est les réaliser et le plus vite possible et pour tenir dans cette échéance de Cap 2030. Donc effectivement on a besoin d'ingénierie, on a besoin d'accompagnement, mais je le redis, c'est 100 000 euros, c'est important, je ne veux pas nier, mais aujourd'hui on a besoin de renforcer et d'accompagner nos équipes pour ce pari un peu fou d'un demi-milliard d'investissements dans une période très courte. Oui, Madame Robert Dehaut, je vous écoute. Non, je m'interrogeais simplement également sur le fait que c'est une société très jeune qui a été créée en janvier 2022 et qui n'a à son actif, a priori officiellement, qu'une affaire. Donc, comme vous venez de le dire très justement, il s'agit de plusieurs centaines de millions. Alors, sur quels critères prend-on quelqu'un qui est, a priori, qui a aussi peu d'expérience ? C'est ça qui est très étonnant. Moi, je pensais que pour une telle somme, on aurait pris une entreprise qui avait les reins solides et qui avait prouvé par le passé sa capacité de gestion, justement. La société est jeune, mais les personnes qui sont dedans ont, pour certains, plus de 20 ans d'expérience. Voilà. C'est aussi parfois des gens qui veulent changer de métier, qui ont de l'expérience et qui veulent se lancer dans... Et c'est le cas en fait. C'est une société avec des collaborateurs qui ont pour certains plus de 20 ans d'expérience. Voilà. Mais c'est le sujet. Hein. Moi, mon intention, c'est de faire monter en compétence nos collaborateurs. Voilà. On ne peut pas toujours le faire en interne, donc on a besoin de s'appuyer sur des formateurs. C'est le cas pour les maires. Comme quand Madame la présidente de l'association des maires organise des formations pour les élus, on est dans la même dynamique. Ça coûte cher les formations, les intervenants, ça coûte cher. Mais moi, mon objectif, c'est que Cap 2030 se réalise le plus vite possible. Et on a vu qu'il y avait effectivement une certaine fragilité et qu'on avait besoin d'être accompagné pour aller au bout de nos investissements. Alors ensuite, vous m'avez parlé du magazine. Alors moi, j'ai les chiffres de une étude de 2020. 88% des Hauts-Marnais lisent le magazine du département. Voilà. Ensuite, vous me parlez aussi de l'augmentation du coût. Vous n'êtes pas censé ne pas savoir, en tout cas, le coût du papier. Le coût du papier, c'est quand même effectivement, c'est 10 000 euros par impression de plus, voilà. Ensuite, vous vous interrogez sur le fait d'arrêter le papier. Moi, je crois que l'ère du numérique pour tous n'est pas encore arrivée. Au contraire, je pense qu'on a beaucoup de Hauts-Marnais aujourd'hui qui sont très loin du numérique, qui sont franchement
complètement largués sur des démarches administratives, parce que s'il n'y a pas Internet, ils sont obligés de se faire accompagner ou ils ne le font pas du tout. Donc effectivement, c'est peut-être un luxe d'offrir encore à chaque Haut-Marnais dans la boîte aux lettres le journal du département. Moi, tant qu'on m'affichera un chiffre de 88%, je continuerai. Et puis, dans la prestation qu'on a demandé, on a demandé de forcer les boîtes sur le stop pub, parce que je considère que le journal du département, c'est pas la pub d'Intermarché ou de Leclerc, et que c'est de l'information d'une collectivité. Et c'est pour ça qu'on a aussi ce forçage de boîtes qui coûte un peu plus cher, parce que sinon, vous avez ceux qui distribuent, il y a le stop pub, on met pas. Là, le fait de faire la démarche de forcer, ça s'appelle le forçage de boîtes, ça coûte un peu plus cher. Voilà. Oui, et enfin sur Vassy, je pense que Laurent Gouverneur s'est largement exprimé, et on a échangé ce matin sur cette question. On en a discuté la semaine dernière. J'ai plutôt encouragé nos deux élus du canton de Vassy à être hier sur le terrain pour expliquer le mécontentement. Je crois qu'on ne peut pas tout laisser partir. Voilà. On ne peut pas tout laisser partir. On est dans la même dynamique finalement que Maranville. Les élus doivent se mobiliser, c'est notre place aussi. Alors on n'a pas toujours l'habitude d'être au milieu des syndicats, mais il y a parfois des moments où il faut montrer notre mécontentement, parce que comme l'a dit effectivement Monsieur le Gouverneur, il y aura aussi des décisions à prendre au sein de conseils d'agglomération ici, et on peut pas laisser tout partir sur ces accompagnements, ces soins de suite. Enfin, ce sont des maillons essentiels entre l'hôpital et le retour à domicile, ou entre l'hôpital et le passage malheureusement en EHPAD. Donc voilà, c'est de la proximité. On sait aussi qu'on a de moins en moins de médecins libéraux, de moins en moins de kinés qui interviennent à domicile. Donc c'est encore dans des établissements comme ça où on peut avoir ces soins. Donc moi vraiment, je partage complètement votre inquiétude et les propos qui ont été tenus par le vice-président gouverneur. Parce que sinon, si on laisse tout partir, je crois que notre rôle il est là. Notre rôle, il est de se battre en permanence. Alors, se battre sur des choses aussi sérieuses. Il ne s'agit pas d'aller combattre des situations indéfendables. Mais là, typiquement, il y a la méthode. Et puis, il y a aussi ce qu'on veut pour notre département. Notre département, on parle sans arrêt, tout le monde parle de proximité. La proximité, c'est ça aussi. Et je souhaite vraiment qu'il y ait une discussion qui s'instaure, et pour que peut-être il y ait un retour en arrière, en tout cas, des décisions qui sont annoncées. Peut-être que Mme Délec voulait me compléter sur la partie magazine du département. Merci, Monsieur le Président. Oui, je ne reviens pas sur l'enquête qui montre qu'une très très grande majorité de Haut-Marnais lit, alors je ne dis pas qu'il apprend par cœur, mais consulte, on va dire, au moins le magazine. On entend souvent que les gens ne sont pas assez informés, mal informés. Quand on essaie de les informer, on nous dit que ça coûte trop cher. Oui, ça coûte. J'aurais quand même précisé que, bien sûr, on utilise aussi les réseaux sociaux, mais comme ça a été dit, je ne pense pas que tous les Haut-Marnais soient convertis aujourd'hui au 100% numérique. Donc, le magazine est toujours demandé, comme d'ailleurs l'agenda du conseil départemental, alors que de plus en plus de personnes utilisent leur portable en guise d'agenda, mais l'agenda est toujours demandé. Je voudrais préciser aussi que nous avons fait en deuxième commission, on s'est posé la question, on a fait des efforts sur le nombre de pages du magazine, sur la qualité du papier du magazine, etc., pour voir où on pouvait faire des économies. Malheureusement, le marché était à nouveau à renouveler. Vous avez vu, on a été obligé de relancer parfois la consultation. Mais le résultat des courses, c'est vrai, c'est que le magazine, vous savez qu'il y avait 4 numéros dans l'année, nous coûte 10 000 € de plus par numéro. Un magazine qui nous coûtait 19 000 € nous coûte maintenant 29 000 €, c'est vrai. Donc c'est compliqué, mais le marché vient d'être passé, il est passé pour 4 ans, et donc voilà, nous en sommes là. Nous n'hésitons pas d'ailleurs à relancer régulièrement des enquêtes pour savoir justement à quel moment on pourra peut-être un peu basculer vers le tout numérique, mais
je peux vous dire que ce n'est pas tout à fait demain la veille. Quant au tirage, bon, vous savez qu'on participe aussi à des tirages spéciaux, par exemple au moment de l'été ou de Noël ou autre, et puis que notre couverture, notre distribution, couvre aussi jusque l'habitat isolé, et même, comme l'a dit le président, on veut passer au-delà du stop pub parce qu'effectivement, on considère que notre magazine n'est pas de la publicité au sens classique du terme, mais bien de l'information. Donc la distribution aussi, évidemment, coûte plus cher. Merci. Alors, dernier sujet que vous aviez évoqué, c'était l'ARS et mes relations avec l'ARS. Ici, ce n'est pas le président LR de l'ARS, en fait. Le président LR du département, c'est le président du département et de tous les Hauts-Marnais. Je rappelle quand même, mais vous devez vous souvenir, parce que vous étiez déjà là, on avait voté contre le schéma régional de l'ARS. D'abord, on avait été le seul département, des 10 départements, puisqu'à l'époque, l'Alsace, c'était 2 départements, les seuls à dire non au schéma régional de l'ARS. Ça avait fait un peu de bruit. C'est comme ça aussi qu'on a été respecté, parce que derrière, on a demandé des amendements, parce que sur la partie qui concernait le département, on n'était pas d'accord déjà sur le diagnostic qui était posé. On a demandé des ajustements, et ensuite, une fois qu'on a obtenu ces ajustements, effectivement, on a donné un avis favorable au schéma régional de l'ARS. Je dois dire quand même qu'on a obtenu beaucoup de choses derrière. On était à Bologne hier pour ouvrir un nouvel établissement. Tout ça, c'est peut-être aussi le fruit des discussions qu'on a pu avoir avec l'ARS. Et je crois quand même que c'est aussi comme ça qu'on se fait respecter. Vous pouvez dire non dans un premier temps, discuter, puis ensuite négocier, et puis trouver une solution. Et aujourd'hui, je dois dire que, bien sûr, il y a des sujets, il y a Vassy, il y a plein d'autres sujets, mais l'ARS travaille bien avec le conseil départemental de la Haute-Marne, et parfois, et même souvent, facilitatrice sur un certain nombre de sujets, Maranville par exemple. Et moi, je compte vraiment travailler avec la DG ARS qui aujourd'hui est très sensible, en tout cas, aux politiques qu'on souhaite mener dans le département. Madame Blanc, vous vouliez rajouter quelque chose ? En effet, on se disait en aparté que lorsqu'il y a eu ce vote courageux de ne pas voter ce PRS en l'état, lorsqu'il nous avait été présenté, eh bien, ça a effectivement permis de négocier un certain nombre de choses sur toutes les politiques publiques que nous portons, dans l'autonomie, qu'il s'agisse du handicap ou des personnes âgées, mais aussi de l'enfance. Et donc, vraiment sur l'aspect social, accompagnement social, médico-social et même la santé, je pense que voilà, ce temps de la négociation a été possible grâce à cela. Donc on est vraiment vigilant et aujourd'hui le partenariat avec l'ARS, il est bien posé, bien cadré et c'est plus du gagnant-gagnant qu'il faut mener plutôt que des combats qui sont perdus d'avance. Voilà. Merci Madame Blanc. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Oui, Monsieur Martinelli. Oui, Monsieur le Président, je ne rajouterai pas un mot à ce que vous avez dit sur le foyer de Maranville, que je partage simplement. J'ai été courroucé cette semaine, non pas par le département ni par son président, mais par le maire de Maranville qui, dans la presse, a laissé penser qu'il était contre la fermeture. La réalité des choses, et je le dis aujourd'hui, la presse est présente, c'est que sa première adjointe est présidente de l'EHPAD, qu'elle nous a affirmé le 29 juin, le jour où la décision a été prise, que le maire y était favorable, que moi-même je l'ai rencontré le lendemain après une réunion, on en a discuté et m'a dit que la décision était la bonne décision, que dans cette même pièce, le 13 juillet, la présidente réaffirmait que le maire était pour la fermeture, alors que les uns et les autres changent de position après l'intervention du département, j'arrive à le comprendre. Mais qu'ils le fassent en amont, alors qu'ils s'étaient positionnés, ça je ne peux pas l'entendre, je ne peux pas laisser entendre que le maire de Maranville était contre la fermeture au moment où la décision a été prise, ce n'est pas la vérité. Merci Monsieur Martinelli, c'est noté. Alors, s'il n'y a plus d'autres... Oui, Madame Robert Dehaut. Pardon, juste pour réitérer notre soutien, non pas en tant que conseillère départementale. Je sais que vous n'avez pas forcément envie de travailler avec nous, mais je vous le dis sincèrement, c'est dommage, car nous avons les mêmes priorités sur la défense de nos EHPAD, de nos hôpitaux, et je pense que je vous réitère notre soutien et je serai ravie de participer à toutes les concertations que vous pourrez nous proposer. Merci. D'autres demandes d'intervention ? Non. Mais écoutez, je vous propose de prendre le premier rapport
Il s'agit d'un rapport d'information sur les marchés attribués et les avenants conclus. Et c'est Monsieur Gendreau, le premier vice-président, qui présente ce rapport. C'est un rapport classique qu'on présente à chaque CP. Vous avez délégué au président les décisions concernant la préparation, passation, exécution, règlement des marchés et accords cadres. Donc dans ce cadre-là, il s'est été engagé sur la délibération du conseil départemental du 1er juillet à en rendre compte à chaque CP. Et donc ce que vous avez comme liste, c'est toute la liste de ce qui a été passé comme marché, avec la mention c'était passé en commission d'appel d'offres ou pas passage en commission d'appel d'offres, et c'est daté. Donc on a vu, on a parlé déjà en ce qui concernait le marché qui était attribué pour la mission d'assistance maîtrise d'ouvrage, et également l'édition du magazine d'information. Je vous rappelle que c'est un marché à bonne commande, c'est-à-dire que c'est un montant maximum qui est pris et sur la durée du marché. Il faut noter simplement aussi qu'on a passé tous les marchés concernant le Colombais et 2 églises. Il y a globalement en tout, il y en a pour 249 000 et quelques euros, 250 000 euros. Merci, Monsieur Gendreau. Est-ce qu'il y a des demandes de précision sur ce rapport d'information qui n'est pas soumis au vote? Non. Donc on peut considérer que vous avez pris connaissance. Maintenant, le rapport numéro 2. Il s'agit de la composition des commissions organiques. Alors, simplement, c'est suite aux élections et aux modifications, il est nécessaire de modifier la composition des commissions, étant entendu que, suivant le règlement intérieur, un conseiller départemental ne peut pas appartenir à plus de 2 commissions différentes. Et chaque commission ne peut comprendre plus de 10 membres. Les vice-présidents délégués concernés assistent aux réunions des commissions en tant que vice-président. Donc, dans ce cadre-là, il est nécessaire de modifier 3 commissions. Oui. Merci, Monsieur le Premier vice-président. Alors, on a Madame Brigitte Fischer-Patria qui va rejoindre la 7e commission, puisqu'elle est devenue vice-présidente sur ces questions, et elle quitte la 5e commission. On a ensuite Madame Domitille Guinoiseau qui passe de la 5e commission à la 6e commission, c'est bien ça? Et puis on a Madame Leduc qui passe de la 3e commission vers la 8e commission. Ça m'a permis évidemment de rebalayer l'ensemble des commissions des uns et des autres. Je me suis aperçu, Madame Robert Dehaut, vous étiez la seule élue de l'Assemblée à n'avoir choisi qu'une seule commission. Bien, donc c'est un peu étonnant parce que... non mais attendez, moi je souhaite vraiment... Alors je sais que vous avez pris d'autres responsabilités, mais on en a tous ici. Je voudrais quand même que ça se sache, parce que quand on s'engage dans un mandat, on va jusqu'au bout. Donc vous êtes comme les autres, vous devez vous inscrire dans une 2e commission. Voilà. Donc je ne comprends pas pourquoi vous n'avez qu'une seule commission. Après tout, chacun doit travailler de la même façon, chacun touche la même indemnité, chacun s'engage de la même façon. Donc peut-être pas aujourd'hui, mais je souhaiterais vraiment que lors de la prochaine séance, vous puissiez vous positionner sur une 2e commission, comme tout le monde. Vous pourriez rajouter que c'était déjà le cas lors de mon premier mandat. Hein. Très bien. Mais enfin, c'est pas pour ça qu'on doit accepter cette situation vis-à-vis de tous les autres qui siègent dans 2 commissions. Je peux vous dire que j'en ai qui siègent même dans 3 commissions, et j'ai dû refuser à 1 ou 2 élus de l'Assemblée de s'engager sur une 4e commission en disant il y a un règlement, voilà. Et quand j'ai regardé aujourd'hui qui faisait quoi, je me suis aperçu que vous n'étiez que dans une seule commission. Je voudrais quand même que ça se sache. Vous n'avez qu'une commission, vous avez une indemnité comme les autres. Bien, donc je ne vous demande pas de réponse aujourd'hui, mais réfléchissez, il faut quand même y réfléchir, et lors de la prochaine séance, j'aimerais quand même qu'on puisse vous inscrire dans une 2e commission comme tout le monde. Alors, ensuite, je vous donne une information, puisque les commissions se réuniront très prochainement, et après discussion avec la majorité de cette Assemblée, je vous annonce en fait les 3 prochains présidents de commission, puisque vous savez qu'on a eu dans cette Assemblée des présidentes de commission qui sont devenues vice-présidentes, donc il y a eu une petite modification dans la constitution des commissions et du coup aussi dans les gouvernances des commissions.
Donc, lors de la prochaine séance de la première commission, j'ai proposé à Damien Thiriot de devenir président de la première commission. Lors de la prochaine 5e commission, c'était Brigitte Fischer-Patria qui présidait cette commission. J'ai proposé à Michel André de présider la 5e commission, environnement et tourisme. Et enfin, sur la 6e commission, vie collégienne et e-administration, c'était Véronique Michel qui est devenue vice-présidente. Et donc, je propose à Marie-Laure Parison de présider cette 6e commission. Donc, à l'occasion des prochaines commissions, vous aurez effectivement à vous prononcer sur quelque chose que nous avons déjà fortement discuté entre nous. Mais c'est une information que je souhaitais donner à la presse. Alors, voilà sur ce rapport. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non. Donc, des oppositions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Nous passons maintenant au rapport numéro 3. C'est un rapport simple, c'est l'aliénation de véhicules, de matériel mobilier. Donc, il est proposé à la plateforme Agorastore des biens de la valeur d'échange pour atteindre un montant assez conséquent au regard de la visibilité de la société. Et donc, on attend le prix de la vente estimé à 3 130 € pour 7 lots. C'est une valeur plancher. D'autres biens seront proposés, vous avez la liste ensuite, à l'hôtel de vente de Chaumont. Le produit de cette vente est estimé à 7 260 € pour 35 lots, valeur plancher. Donc on aboutirait à une recette pour le département de 10 390 €. Alors je pense que vous avez eu le temps de lire toute la liste des mobiliers qui était proposée à la session. Pour plaisanter un peu, j'ai vu que le fameux Peugeot 806 diesel était enfin proposé à la vente pour un prix de 800 €. Pour avoir voyagé dedans, je ne sais pas s'il vaut ça. Bien. Monsieur le premier vice-président en charge des finances, il vaut ça. Okay. Et plus. Bien, Monsieur le Président. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport numéro 3? Je n'en vois pas, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport numéro 4, il s'agit du tableau des postes et des effectifs. Monsieur Gendreau. Alors, c'est un tableau qui est proposé également régulièrement. Il avait été approuvé la dernière fois le 20 mai 2022. Il faut une nouvelle fois le modifier, notamment pour la création de 9 postes relatifs à la protection des enfants améliorant les conditions de prise en charge des mineurs. Vous savez, c'est la déclinaison de la protection de l'enfance qui avait été décidée en séance. Donc on crée 9 postes et les autres postes, c'est essentiellement des suppressions de postes et créations de postes suite à des avancements de grade ou des changements de personnes. Donc vous avez la liste. On aboutit maintenant à une collectivité dont l'effectif global est effectif de 890 personnes pour un effectif souhaité de 930 personnes. Il y a 40 postes non pourvus actuellement. Notamment beaucoup dans ce qui concerne les routes. Merci. Merci, Monsieur Gendreau. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 4? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il est adopté. Le rapport numéro 5, recrutement de cadres en qualité d'agent contractuel ou sur des postes non permanents sous contrat de projet. Alors là aussi, c'est un rapport qu'on vous présente régulièrement. Vous savez que quand on n'arrive pas à trouver de personnes ayant le statut de fonctionnaire, on peut recruter des personnes sur les postes catégories. Alors, il est proposé de recruter 2 sages-femmes pour la Circo de Chaumont et celle de Saint-Dizier, une chacun. 5 infirmières puéricultrices pour Chaumont, Saint-Dizier, Langres et Joinville, 2 postes à Joinville. 2 évaluateurs ou évaluatrices d'informations préoccupantes au sein de la Circo de Saint-Dizier et de Chaumont, ça sur les cadres A, et une coordinatrice d'unité de recueil et de traitement des informations préoccupantes, l'URTIP, au sein du service enfance-jeunesse. Voilà pour les cadres A. Au niveau cadre B, on propose également de contractualiser avec un ou une technicienne voirie au sein du bureau d'études, direction de l'environnement, un ou une technicienne bâtiment pour la direction du patrimoine, et enfin, dans le cadre d'un contrat de projet,
on vous propose le recrutement d'un ou d'une chef de projet des politiques partenariales d'autonomie, catégorie A, dans le cadre de la coordination et le suivi des politiques volontaristes visant à prévenir la perte d'autonomie et à développer de nouveaux outils. Donc c'est un contrat de projet qui est fait pour une durée minimum d'1 an, un maximum de 6 ans. Merci, Monsieur le Premier Vice-président. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 5 ? Je n'en vois pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Rapport numéro 6, il s'agit d'une mise à disposition de personnel du département de la Haute-Marne pour le GIP Haute-Marne. Je vous laisse la parole, Monsieur Gendreau. Alors là aussi, c'est un renouvellement qui est proposé de passer avec le GIP Haute-Marne pour la mise à disposition de personnel. On avait délibéré la première fois le 20 septembre 2019 pour signer une convention triennale pour mise à disposition de personnel de la Haute-Marne au profit du GIP. Un agent de catégorie A a été mis à la disposition à raison de 90% pour développer les politiques contractuelles et les partenariats du GIP. Cette convention arrive à échéance. Il vous est proposé simplement de la renouveler. Merci. Des questions sur ce rapport numéro 6 ? Non. Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport numéro 6 adopté. Rapport numéro 7. Un avenant financier pour l'année 2022 concernant l'amicale des personnels et des retraités du conseil départemental. Monsieur Gendreau, vous avez à nouveau la parole. Là aussi, c'est une libération que vous connaissez un petit peu. Vous savez que le conseil départemental a signé une convention triennale 2020-2022 avec l'amicale du personnel et des retraités. L'article 11 de la convention précise que chaque année, le conseil départemental attribue à l'amicale une subvention de fonctionnement sur présentation d'une demande préalable dûment justifiée accompagnée d'un budget prévisionnel. Au regard donc des éléments fournis par l'amicale, il vous est proposé d'attribuer en 2022 une subvention de 70 000 euros, versée comme suite, un acompte de 60 000 euros et un solde de 10 000 euros maximum au vu des factures produites. Je vous rappelle que ce n'est pas pour faire fonctionner simplement l'amicale, c'est aussi pour l'arbre de Noël. C'est la partie principale de cette subvention. Merci, Monsieur Gendreau. Des questions sur ce rapport ? Je n'en vois pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Rapport suivant est présenté par Madame Pazior. On est en deuxième commission. Il s'agit de l'Université d'hiver des jeunes agriculteurs de Haute-Marne, avec une convention de partenariat. Oui, l'Université d'hiver du réseau national Jeunes Agriculteurs a lieu en fin d'année. Et cette année, cette manifestation se déroulera au mémorial Charles de Gaulle du 29 novembre au 1er décembre, en présence des présidents et secrétaires généraux des structures JA. Au total, 150 responsables venant de toute la France seront présents. Le président vous propose d'accompagner cette manifestation à hauteur de 5 000 euros, après, bien sûr, avoir recueilli l'avis favorable de la deuxième commission réunie le 5 juillet dernier. Merci, Madame la Présidente. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas, je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 8 est adopté. Nous passons maintenant au relais de la flamme olympique. Cette convention dont nous avons déjà largement évoqué entre Paris 2024 et le département de la Haute-Marne. Je l'ai évoqué également dans mes propos introductifs et je laisse immédiatement la parole au vice-président Kalal qui va nous présenter ce rapport. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit, alors quelle fierté ce passage de la flamme olympique en Haute-Marne et pour les Hauts-Marnais. Alors avant de lecture de ce rapport, je voudrais quand même vous rappeler que ce choix fort qui est fait par les élus de la majorité du département, cette flamme olympique qui passe en Haute-Marne, d'Athènes à Paris, on travaille, c'est des leviers à travers la valorisation, l'attractivité, l'animation du territoire. Nous allons organiser avec cette commission, dès la semaine prochaine avec le Président, rencontrer l'ensemble des acteurs institutionnels, économiques, associatifs, tous ceux qui contribuent de près ou de loin à faire vivre notre territoire, le sport, mais pas que le sport, parce qu'il y a toute la dimension culturelle des JO sur laquelle il faut s'appuyer. Et avec une caractéristique de notre département, c'est d'amener justement ces JO au plus près, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la proximité au plus près des Hauts-Marnais. On ira dans, bien sûr, nos compétences obligatoires comme les collèges, nos collégiens, au plus près de nos structures comme les MEX, les EHPAD. On apportera aussi à travers la dimension du sport, l'inclusion par le sport, l'insertion par le sport, toutes ces dimensions-là. Cette flamme olympique, parce qu'on ne va pas attendre le passage de la flamme olympique pour créer cette émulation autour de Terre de Jeux 2024, parce qu'elle va passer en Haute-Marne très certainement quelques mois avant l'été 2024. Mais le défi qui
qui s'ouvre à nous aujourd'hui, c'est pendant 2 ans, le département va devoir s'inscrire avec l'ensemble des partenaires, les collectivités, agglomérations, villes, territoires, labellisés terres de jeu, et pas que, parce que une volonté du président Lacroix, c'est aussi d'amener justement au plus près des Haut-Marnais, même les petits villages, les territoires ruraux, que chacun puisse dire que cette fête mondiale, on pourra dire que, parce qu'il y aura toute une cérémonie autour de cette flamme qui traverse nos territoires, où on va devoir l'accompagner et la faire vivre à travers des animations un peu partout sur notre territoire. Bon voilà, moi je voulais quand même vous dire, c'est rendre hommage à cette flamme, c'est rendre hommage à l'ensemble des bénévoles qui s'investissent au quotidien dans nos associations, et à sa diversité, sportive, culturelle, artistique, parce que très certainement, on va devoir aussi faire des choses qui nous caractérisent pour... avec cette vision, le monde entier sera tourné sur cette flamme olympique, et là on fera partie de ce Boost Challenge sportif, et aussi rendre hommage à tous les grands sportifs haut-marnais qui ont marqué, j'en citerai pas parce que sinon je vais en oublier très certainement, mais juste leur rendre hommage parce qu'il y a tout un travail qui est fait de formation, d'éducation dans nos structures, de qualité bien sûr. À travers ce rapport-là, je souhaiterais leur rendre hommage. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, depuis 2019, la Haute-Marne a été labellisée terre de jeu. Donc on veut, à travers ce passage de la flamme olympique, développer des passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique sportive et physique des collégiens à travers Génération 2024. Donc les porteurs de la flamme sélectionnés se succéderont jusqu'au soir de la cérémonie des Jeux, dont le dernier relayeur allumera la vasque de la cérémonie d'ouverture. Moi, je ne vous cache pas, j'en ai la chair de poule parce que c'est pas moi qui l'allumerai à Paris, bien sûr, mais j'imagine déjà le territoire en fait. Et cette convention définit le cadre de la collaboration entre le COJO et le département concernant l'organisation du relais de la flamme. Alors, définition du parcours en arrêtant le parcours sur les lieux historiques et patrimoniaux culturels, et on en a beaucoup en Haute-Marne, ou naturels du département, période de préparation pour arrêter les modalités d'organisation et le parcours de la flamme. Donc la convention précise également les obligations des parties, des deux parties. Donc après avoir recueilli l'avis favorable de la 2e commission et de la 8e commission, réunis respectivement les 5 et 8 juillet dernier, il vous serait gré de bien vouloir verser pour l'année 2022 une participation de 60 000 € au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Donc au total, c'est 150 000 € hors taxes, et c'est sur 3 ans, 60 000 € en 2022, 2023, 2024. Et d'approuver les termes de la convention qui formalise le partenariat entre le département et le COJO, et d'autoriser Monsieur le Président à signer cette convention. Merci, Monsieur le Vice-président. Qui veut intervenir sur le relais de la flamme? Personne. Je soumets au vote ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette belle unanimité. Alors, le rapport suivant, nous passons en 3e commission, une session d'une emprise départementale à Saint-Jaume. C'est Monsieur le Président Thiébaut qui présente ce rapport. Merci Monsieur le Président. Donc, Monsieur et Madame Méline souhaitent procéder à une régularisation foncière devant leur propriété. Pour cela, ils souhaitent acquérir une emprise de 57 mètres carrés, cadastrée 36 AB 519, appartenant au département. Donc, vous avez le plan cadastral dans le dossier. La commune a émis un avis favorable sous réserve de conserver un trottoir de 1 mètre de largeur. Le prix est fixé à 4 € du mètre carré, soit 228 € pour les 57 mètres carrés. L'opération a été traitée à l'amiable. L'incidence financière s'élève à 228 € au profit du département. Ce dossier a recueilli l'avis favorable de la 3e commission en date du 15 juin 2020, donc un dossier de régularisation. En conclusion, je vous serai gré d'approuver la cession de la parcelle cadastrée section 36 AB 519 de 57 mètres carrés sur la commune de Saint-Jaume, mais sur le territoire de Balhem-sur-Marne, commune nouvelle, pour un montant de 228 €. D'autoriser le président à recevoir l'acte sous la forme administrative et de donner pouvoir à Madame la première vice-présidente du conseil départemental pour signer au nom et pour le compte du département le dit acte à intervenir. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons maintenant à un rapport, peut-être le rapport le plus important de l'après-midi, un sujet que nous évoquons maintenant depuis plusieurs mois ici dans cette Assemblée. Un rapport qui est né aussi d'un combat mené par les départements de France à l'occasion de la loi 3DS, quand les départements ont souhaité se positionner à l'occasion du transfert des routes nationales pour avoir cette priorité à gérer le réseau de routes nationales et surtout d'avoir le choix de prendre ou de ne pas prendre
À l'époque, il y avait un vrai combat avec Région de France qui souhaitait aussi se positionner. Rappelez-vous qu'on a expliqué que nos services, nos collaborateurs étaient parfaitement formés et prêts à gérer le réseau des routes nationales, que nous avions le savoir-faire, les personnels, que nous avions aussi un réseau important de centres d'exploitation, de pôles, un maillage qui permettait d'ailleurs et qui permet aujourd'hui de s'engager dans cette dynamique d'un transfert vers les routes nationales. Et puis maintenant, nous sommes au moment du choix où nous devons nous positionner officiellement avant la fin du mois pour nous engager dans cette volonté de transférer la RN 67 et la RN 19. Vous remarquerez qu'on n'a pas souhaité intégrer la RN 4, qui est une route interdépartementale, interrégionale, qui fait finalement du Grand Est jusqu'aux portes de Paris. Et celle-là, on peut vraiment dire qu'elle est d'intérêt régional. Et donc, on n'a pas souhaité inscrire dans cette proposition la route, la RN 4. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité que Paul Fournier devienne vice-président en charge des routes, parce que c'est un sujet majeur, un sujet d'aménagement du territoire, un sujet sur lequel on va devoir discuter finances, niveau de compensation, batailler fort avec l'État, puis aussi discuter dans le cadre de la RN 19 avec nos collègues de Haute-Saône et de Territoire de Belfort, puisque vous savez que cette route est pour nous aussi un axe important. Et quand on peut discuter avec 3 départements face à l'État, face au ministre, ça pèse toujours un peu plus. Voilà. Je m'arrêterai là. À titre personnel, je m'étais fortement exprimé pour un transfert vers le département, tout simplement parce qu'il s'agit de notre colonne vertébrale. Hein, vous prenez la 19 et la 67, elle traverse le département. Elle est pour l'instant, à mon sens, pas assez entretenue par l'État. Elle est fortement dégradée dans certains endroits, accidentogène dans beaucoup de secteurs également. Mais c'est aussi notre devoir, finalement, d'aménager l'ensemble du territoire, parce que bien souvent, on nous reproche, tout le monde ne sait pas les compétences des uns et des autres. Souvent, on nous reproche d'ailleurs, nous les élus départementaux, le mauvais état de cette route nationale. Alors évidemment, à chaque fois on dit c'est pas nous, c'est l'État. Donc là, cette fois-ci, je souhaite vraiment qu'on prenne nos responsabilités, mais pas sous n'importe quelle condition. Et je pense que le vice-président Fournier va vous expliquer un peu la réflexion que nous avons menée et les débats que nous allons avoir, les combats que nous allons devoir mener maintenant à partir du moment où la décision sera prise cet après-midi. Monsieur le vice-président Fournier, vous avez la parole. Merci, Président. Oui, effectivement, le besoin de cohérence à une échelle départementale se fait sentir, notamment quand effectivement on a 2 routes qui traversent ainsi le département dont nous n'avons pas la maîtrise. Avec en plus, vous avez pu le constater quand on est repassé aux 90 km/h, un manque de lisibilité par les citoyens qui ne peuvent pas comprendre en fait pourquoi est-ce que sur la même route on passe à 80, on passe à 90, etc. Le débat n'est pas là aujourd'hui, mais en tout cas, on a bien les compétences au niveau de nos services pour pouvoir gérer de telles routes. Je rappelle que le conseil départemental gère actuellement un peu plus de 3800 km de réseau, de routes départementales, et on parle là d'un petit peu plus de 140 km de routes nationales qu'on pourrait transférer. Alors évidemment, il ne s'agit pas des mêmes routes, hein. Elles sont beaucoup plus importantes en termes de structure et de superficie. On verra justement que ça peut faire débat dans les chiffres. Mais voilà, je tiens à souligner que si on se lance dans cette sollicitation, c'est parce que nos services ont très largement les compétences pour le faire. Et je tiens d'ailleurs à rendre hommage aux services des routes du département pour le bon état de notre réseau routier. On a pu entendre durant l'été, ici et là, 2-3 avis un peu péremptoires sur le sujet. Et j'invite ceux qui critiquent le réseau départemental, s'ils ont la chance, à pouvoir aller dans d'autres pays parfois pour voir l'état des routes et comparer avec l'état du réseau départemental de Haute-Marne. Nous n'avons certainement pas à rougir. Voilà. Donc là, cette proposition de transfert se fait dans le cadre de la loi 3DS, hein, qui permet donc de demander le transfert d'un certain nombre de routes nationales qui ont été listées par l'État dans un décret qui est déjà paru. Donc là, pour vous donner une idée du calendrier, si le vote aujourd'hui est positif, on pourra donc demander le transfert à l'État qui devrait se faire pour le 1er janvier 2024.
Donc, du point de vue du timing, on arrive sur, juste après notre vote, une instruction par les services de l'État, une décision du ministre des Transports donc en décembre 2022, et ensuite un arrêté préfectoral en avril 2023 pour constater le transfert. Et ensuite, nous avons la définition du droit à compensation. Donc là, on va sortir nos calculettes pour les services transférés. Et donc, au 1er janvier 2024, on aurait le transfert total des services. Alors évidemment, qui dit transfert de compétences et transfert de charges, dit transfert de moyens. Et donc, les modalités de compensation, ça va être effectivement la grosse question. Alors, pour ce qui concerne l'investissement, il a été prévu que le transfert de moyens en termes d'investissement se calcule sur la moyenne qui a été dépensée sur une période d'au moins 5 ans. Et pour le fonctionnement, sur une période maximale de 3 ans. Alors je précise bien, il faut bien comprendre que ce n'est pas la moyenne des dépenses qui ont eu lieu sur le réseau départemental haut-marnais de la RN 67, 104 km, et les 41 km de RN 19. En fait, il s'agit de ratios qui seraient calculés au niveau national, donc une moyenne de dépenses sur le réseau national, qui serait ensuite rapportée au nombre de kilomètres, à la superficie, différents critères du réseau départemental. Voilà. Donc on ne peut pas avoir, par exemple, la somme totale de combien a coûté ce bout précis de route départementale, de route nationale, pardon, je vois déjà trop loin, de route nationale sur le territoire haut-marnais. Voilà, c'est bien important qu'on ait cette chose en tête. Alors évidemment, ça peut désavantager certains, ça peut avantager d'autres, parce que c'est une moyenne nationale. Est-ce que ça va nous avantager? Est-ce que ça va nous désavantager? Là aussi, il faudra bien affiner nos calculs. Il a été évoqué la possibilité de faire des exceptions. Voilà, donc on va voir, nous, comment on pourra faire valoir nos droits. Voilà, donc c'est bien important d'avoir en tête que les ratios ne sont pas territorialisés, mais sont au niveau national. Pour l'instant, pour l'investissement et le fonctionnement. Les deux, pour l'investissement et le fonctionnement. Alors, le président a pu évoquer le fait que certains départements ne se sont pas engagés comme nous sur le sujet. On a l'Aube, par exemple, qui continue dans notre sens. Et c'est vrai que pour l'instant, on a un manque de retour de l'État qui interroge franchement. Et voilà, nos services font tout leur possible pour avoir le maximum de chiffres, mais pour l'instant, il faut avouer que c'est assez flou. C'est la raison pour laquelle on va assortir cette délibération d'un grand nombre de conditions. Alors, dans un premier temps, on a parlé du calcul de transfert de charges purement financier pour l'entretien des routes en elles-mêmes. Ensuite, on a la question des effectifs, puisqu'on a du personnel qui travaille actuellement pour l'État sur ces routes nationales. Donc, dans un premier temps, ce personnel, donc si on vote ce texte, et si les routes sont passées au département, ce personnel pourra être mis à disposition de la collectivité. Et ensuite, après quand le transfert de service sera effectif, le personnel aura un délai de 2 ans pour choisir soit entre son statut d'État, soit entre le statut de la fonction publique territoriale. Donc on a plusieurs centres d'entretien et d'intervention, les CEI, qui sont concernés. Le CEI de Faille-Bio, le CEI de Bologne, le CEI de Saint-Dizier, mais ça c'est surtout pour la RN4, donc c'est pas vraiment concerné, mais il peut y avoir du personnel qui est concerné par le réseau futur peut-être départemental, l'ingénierie routière, donc les maîtres d'œuvre, et le pôle maîtrise d'ouvrage de l'Adréal. Voilà, donc ça c'est tout le personnel donc, qui pourrait être en partie ensuite passé au département. Le nombre de personnels qui seraient passés au département dépend du pourcentage de routes haut-marnaises ou pas, puisque les districts ne sont pas les mêmes. Par exemple, pour la RN19, c'est le district de Vesoul, et pour la RN67, c'est le district de Vitry-le-François. Voilà. Donc là, on a des personnels qui pourraient être dispatchés en quelque sorte suivant leur territoire de district. Et puis la grosse question aussi, qui n'est pas secondaire, puisque financièrement elle est très lourde, c'est le transfert des centres.
Donc le transfert des centres, là, se ferait aussi en fonction du pourcentage de voiries concernées dans le territoire. Donc par exemple, le centre d'entretien et d'intervention de Bologne serait entièrement départemental, puisque la totalité de la voirie est concernée. Et pour Faye-Bio aussi, puisque c'est là où on a la Haute-Marne et le territoire qui a le plus de kilomètres concernant cette route. Le centre de Faye-Bio, je me permets de le préciser, Président, puisque c'est important, il a été construit dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais qui a été global à l'échelle du pays. Donc qui a été passé début 2010 et qui prévoyait la construction de 63 centres d'entretien et d'intervention. Et en fait, donc il y a un loyer à payer, hein, vous savez comment ça fonctionne, un partenariat public-privé, il y a un loyer à payer. Si on fait une règle de 3, on arriverait en gros à 400 000 € par an. Ce n'est pas tellement le point financier qui est le plus important, mais c'est aussi l'entretien des centres. Parce que vous savez que souvent, ceux qui construisent lors d'un PPP peuvent un peu se faire du sucre sur le dos de l'entretien. Voilà, changer une photocopieuse ou ce genre de choses peut avoir des coûts un peu démesurés. On a pu le voir avec le ministère de la Défense à Ballard. Bref, puisque le Président m'a fait comprendre que je devais un petit peu accélérer, je vais vous lire la conclusion du rapport. Sur la base de ces éléments, je vous propose de donner un accord de principe à un transfert des RN19 et RN67 à notre département, assorti des conditions suivantes. Négocier un droit à compensation en fonction des spécificités locales, les fameuses exceptions dont je vous parlais, à propos des ratios nationaux. La délibération, donc on a rajouté des termes qui nous permettent de poser des conditions. Disposer d'éléments chiffrés, précis, incontestable relatif au coût du patrimoine à transférer, aux effectifs et aux biens immeubles. Disposer d'une visibilité sur le contenu du volet infrastructure de transport du futur CPER, pour l'instant qui n'est pas encore précisé. Aussi, je vous remercie de bien vouloir donner votre avis sur cette proposition. Après avoir recueilli l'avis de la 3e commission du 4 juillet 2022, je vous serai gré de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier et approuver la demande de transfert des routes nationales 19 et 67 présentes sur le territoire haut-marnais au profit du département avec les réserves précitées. Autorisé à établir et signer tous les actes et documents à intervenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Vice-président. Alors, on ouvre... Oui. Alors, Madame Robert Dehaut et Madame Scholammer. Oui, juste une petite question. En fait, on donne l'accord de principe, pas de souci, mais donc il y a des conditions. Mais est-ce que l'accord de principe est caduc si les conditions sont refusées? Comment ça se passe en fait, si justement, c'est un peu la question. Bah, écoutez, on se donne, on veut vraiment, mais je crois que les 15 départements qui sont aujourd'hui dans cette dynamique de transfert vont voter en conditionnant pour mettre, je dois dire, mettre un peu les règles dès le départ de discussion. On ira chercher le maximum. On va évidemment négocier au mieux, mais on a quand même, on sait déjà faire, parce que je rappelle quand même qu'on a déjà eu un gros transfert de route nationale en 2006. Donc dans nos équipes, on a bien sûr des collaborateurs qui ont déjà eu ce transfert. Je pense par exemple au personnel. Les choses se sont plutôt bien passées. Ils ont eu cette période effectivement de choix entre être complètement intégrés au conseil départemental en se laissant un peu de temps. Voilà, mais c'est évidemment, on reste un peu prudent parce que les premières discussions que nous avons eues nous ont fait penser qu'il fallait quand même assortir cette décision forte, certes de principe, mais à sortir de conditions qui sont résumées dans ce rapport. Vous avez bien compris ma volonté forte de les récupérer. Maintenant, je ne mettrai pas en péril non plus ni les finances du département et ça ne sera pas au détriment non plus de l'actuel réseau départemental. Donc, il ne s'agit pas de dégrader notre réseau actuel pour pouvoir... mais je crois que c'est notre mission. Je rappelle que les routes, c'est un métier important des conseils départementaux. Oui, Madame Scholammer. Oui, merci Président. Je voulais juste donner un argument général en faveur de cette proposition. On travaille très fort sur notre attractivité résidentielle, notre attractivité touristique. La Haute-Marne est exceptionnelle, on a une superbe qualité de vie. Par contre, notre point faible, c'est quand même le déplacement. On a besoin d'une voiture, on est obligé de faire des kilomètres, donc il faut qu'on ait de belles routes, qu'on soit très vigilant. Donc c'est très très bien si on peut prendre en charge une route. D'ailleurs, si quand on s'occupe d'un sujet, si on le fait nous, on est sûr que c'est fait. Si on le laisse faire par d'autres, des fois c'est moins sûr.
revenons aussi un peu en arrière avec le transfert des collèges. Enfin, faut se rappeler à l'époque la situation et l'état catastrophique des collèges que nous avons récupérés. Il y a eu ce plan collège. C'est Bruno Sido, que vous savez, qui a mené cette action sur le long terme et qui nous a permis d'avoir aujourd'hui un niveau d'entretien avec des collèges neufs, mais aussi avec des collèges modernes. Et on aurait pu prendre peur, je crois, quand on a fait le tour des collèges à l'époque de ce transfert. Aujourd'hui, je pense qu'on a plutôt réussi notre pari. Bon, c'est à peu près, on est un peu dans le même état d'esprit pour le transfert des dernières routes, les 137 km de route nationale. Voilà. Oui, Madame Robert Dehaut. Oui, une petite question pratique aussi qui me vient à l'esprit. Le travail, le métier n'est pas le même en fait lorsqu'on travaille sur ce type de route et lorsqu'on travaille comme nos agents sur les routes sur lesquelles ils travaillent actuellement. Est-ce qu'il y a des recrutements supplémentaires de prévus? Je ne pense pas. Ou des formations? Comment ça se passe? Alors, d'abord, on récupère le personnel qui aujourd'hui est affecté aux routes nationales. Moi, je crois que ce qui va surtout faire... le vrai sujet, c'est la sécurité de nos collaborateurs au bord des routes. Et c'est vrai que finalement, ils sont certainement plus en danger quand ils se trouvent au bord de la RN 19 ou au bord de la RN 67 que le long de la RD1, que vous connaissez tous, qui relie Rimoucourt à Nogent. Voilà, mais bien sûr, non, mais c'est la sécurité de nos agents. Maintenant, on a aussi des agents qui ont l'expérience parce qu'on va les reprendre en totalité. Puis je pense que ça ne se fera pas de mal aussi, un peu de mélanger un peu les équipes. On a aujourd'hui des collaborateurs qui souhaitent aussi peut-être évoluer sur des missions un peu différentes. Enfin, le métier des routes, ça reste le métier des routes. Merci. D'autres questions? Oui, monsieur Olivier. Très court, je serai entièrement à ce transfert vers le département, mais avec effectivement une grande vigilance. Bravo à Paul pour sa présentation qui était vraiment très très claire et très intéressante. Un point de vigilance, c'est sur les ouvrages d'art. On l'a vu, on l'a vécu aussi à travers nos propres routes départementales. Un état des lieux me paraît très très important. On l'a vu aussi au niveau national où il y a des très mauvaises surprises à un moment ou à un autre. Ça peut engager la collectivité dans des coûts extrêmement importants. Donc un point de vigilance sur les ouvrages d'art. Voilà. Très bien, c'est noté. Pas d'autres demandes d'intervention? Oui. Madame Nedelec. Oui, l'intérêt des deux routes qui ont été citées, évidemment, ça semble une évidence. L'intérêt est manifeste pour le département. Néanmoins, il y a quand même un petit souci pour moi, puisque on va beaucoup parler d'économie, je crois, dans la préparation budgétaire qui est en cours. La difficulté, c'est quand même d'avoir des informations précises. C'est ce qui apparaît dans les conditions qui sont posées, qui aujourd'hui ne sont pas remplies quand même. Des informations précises et fiables sur la réalité de ce qui va être transféré. Bon, je ne reviens pas sur l'entretien. L'État ne s'est pas forcément distingué sur l'entretien de ces routes nationales. Mais moi, ça m'inquiète un petit peu. On nous a refusé à nos personnels de pouvoir d'autoriser nos services à participer à faire un diagnostic ou à participer à un diagnostic partagé. Bon, moi personnellement, j'aurais pas demandé d'autorisation, c'est un autre problème, mais tout le monde a le droit de se promener sur les routes et de vérifier l'état des routes. Alors, Bertrand vient d'évoquer les ouvrages annexes. C'est vrai qu'il y a quand même tout un certain nombre de coûts. On voit la route, on voit la chaussée, on voit l'état de la chaussée, mais il y a tout ce qui tourne autour. Il n'y a pas seulement les ouvrages, il y a les panneaux de signalisation, par exemple. Vous savez que parfois, si vous ne connaissez pas bien le territoire, vous aurez du mal à trouver la commune en question parce que le panneau est quasiment effacé. Enfin voilà, ça m'inquiète un petit peu. Je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus dans un climat de confiance. Et donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, effectivement, faire une espèce d'état des lieux contradictoire, ou enfin, au moins un diagnostic partagé pour savoir exactement où on va aller. On a parlé aussi des transferts de personnel, de centres d'entretien, ceux qui ont été construits avec le partenariat public-privé. Aujourd'hui, on ne sait pas réellement, centre par centre, ce que ça peut coûter. Je vous rappelle quand même que quand on entreprend
pas seulement une couche de roulement, mais enfin une restructuration un petit peu sérieuse d'une route. Et il faut compter presque 3 millions pour 10 km. 10 km, c'est pas beaucoup quand même. Voilà, donc je suis très très satisfaite qu'on ait mis des conditions et j'espère bien que c'est pas seulement un effet de style, mais qu'on veillera à ce que ces conditions soient bien respectées. Vous pouvez compter sur nous, Madame la Première Vice-Présidente. Mais bien sûr, Monsieur le Président. Alors, d'autres questions? Non, je soumets au vote ce rapport. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, le rapport suivant, il s'agit d'un rapport assez classique, des prorogations de durée de validité de subvention, et c'est Monsieur le Vice-président Martinelli qui présente ce rapport. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un rapport qu'on a l'habitude de voir quasiment à chaque séance et qui concerne des dossiers pour lesquels soit les factures ont été reçues après la date de caducité, soit où les opérations sont en cours. Merci, Monsieur Martinelli. Des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas. Des votes contre, des abstentions. Le rapport numéro 12 est adopté. Nous passons au rapport numéro 13. Il s'agit du Fonds départemental des équipements sportifs avec des attributions de subventions. C'est Madame la Présidente Ditulio qui présente le rapport. Merci, Monsieur le Président. Le Fonds départemental des équipements sportifs permet de soutenir des projets d'investissement liés à des équipements sportifs. Les communes et les associations sportives peuvent en bénéficier pour leur éviter de supporter des coûts parfois très élevés. 7 opérations sont concernées dans ce présent rapport pour un montant de subvention de 62 277 €. Pour les communes de Châteauvillain, Cussé, Eurville-Bienville, Issy-en-Bassigny, Le Val-des-Noms, Mandres-la-Côte et Villers-en-Lieu. Après avoir reçu l'avis de la 4e commission lors de sa réunion du 8 juillet, le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions. Merci, Madame la Présidente. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 13? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Passons maintenant au rapport numéro 14. Il s'agit du FAL, avec un certain nombre de cantons qui sont programmés. Je vous laisse à nouveau la parole. Merci beaucoup. Le Fonds d'aménagement local permet d'aider les communes et les syndicats de communes dans leurs projets d'investissement avec un taux d'aide pouvant aller sur proposition des conseillers départementaux du canton concerné jusqu'à 30% et 50% pour les communes de moins de 100 habitants. Donc aujourd'hui, le rapport porte sur l'attribution de 41 subventions pour un montant de 217 190 000 €, pour les cantons de Chalindré, Chaumont 2, Eurville-Bienville, Langres, Nogent, Poisson, Saint-Dizier 1, Saint-Dizier 3 et Vassy. Après avoir reçu l'avis de la 4e commission lors de sa réunion du 8 juillet, le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions. Merci, Madame Ditulio. Alors, des questions sur le FAL? Non. J'incite les collègues à engager le plus rapidement possible et de solder vos enveloppes FAL. Voilà, certains l'ont soldé depuis bien longtemps, mais d'autres mettent un peu plus de temps. Donc, voilà, je réinsiste sur le calendrier que nous avons vu ensemble. Alors, sur ce rapport numéro 14, est-il des votes contre? Des abstentions? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant. Monsieur le vice-président Martinelli, il s'agit du Fonds départemental de la péréquation de la taxe professionnelle. Oui, Monsieur le Président. Et donc, ce fonds est un mécanisme de péréquation horizontale des ressources des communes et des EPCI. Je rappelle que depuis la réforme de la taxe professionnelle de 2010, le Conseil départemental doit procéder à la répartition des ressources de ce fonds sur la base de critères objectifs en identifiant les communes et les EPCI en fonction de la faiblesse de leur potentiel fiscal ou présentant une structure de charge atypique. Pour l'année 2022, l'enveloppe s'élève à 536 875 €. Et comme les années précédentes, comme en 2020 et 2021, il est proposé de répartir la dotation de la manière suivante. D'abord, de répartir ces 536 875 € à 80% fléchés sur les communes, c'est-à-dire 429 500 €, et à 20% pour les établissements publics de coopération intercommunale, soit 107 375 €. Ensuite, de définir le potentiel fiscal moyen par habitant du département pour les communes, soit 724,89 €.
et sélectionner les communes ayant un potentiel fiscal par habitant inférieur à ce montant. C'est sur notre département 293 communes qui sont bénéficiaires sur les 426 communes que nous comprenons. Ensuite, s'agissant des EPCI, il s'agit d'identifier les EPCI dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel de la catégorie, soit 5 EPCI bénéficiaires sur les 7. Enfin, et là seulement pour les communes, d'identifier d'autres critères, et notamment alors, le critère du potentiel fiscal, on l'a vu, mais également la moyenne départementale de linéaire de voirie et le revenu moyen par habitant. Et enfin, dire que la répartition de la fraction communale entre les critères se fait à 50% pour le potentiel fiscal, à 10% pour le revenu moyen par habitant, 40% pour le linéaire de voirie moyen. Et s'agissant des intercommunalités, dire que nous ne prenons que le potentiel fiscal. Vous voyez comment c'est simple. Merci, monsieur le vice-président. Ça ne sera pas simple pour moi, parce que je vais devoir signer 298 courriers de ma main, vous voyez, pour... voilà, c'est partie de ces petites choses que le président doit réaliser. Alors, blanche-main, je ne sais pas, mais en tout cas de ma main, c'est sûr. Alors, y a-t-il des questions? Vous avez vu que là, en fait, on sert maintenant un peu de boîte aux lettres. Avant, ces fonds étaient plutôt fléchés sur des projets, mais on s'est mis dans les clous, parce que c'est de cette façon qu'on nous demande de répartir ce fonds. Y a-t-il des questions? Non. Je passe au vote. Des votes contre, les abstentions, c'est adopté. Je vous remercie. Nous passons au rapport suivant, le rapport numéro 16. Une contractualisation. Alors, c'est un avenant à une contractualisation qui s'est déjà achevée, mais qu'on souhaite, à titre exceptionnel, je voudrais le redire, à titre exceptionnel, on a autorisé la communauté de communes des savoir-faire à nous présenter un avenant à la contractualisation 2019-2021. C'est la seule demande qu'on a eue, et c'est très exceptionnel puisque ça ne sera pas renouvelé lors de la prochaine contractualisation. Voilà, donc je ne sais pas qui présente le rapport. C'est vous, monsieur Martinelli? Non, c'est moi. C'est madame Litulio. Très bien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, donc comme vous l'avez rappelé concernant cet avenant, donc ce sont des travaux relatifs à l'aménagement de la zone d'activité économique La Rose des Vents à Feuille-Billot qui n'ont pas pu démarrer. Le projet est reporté dans la contractualisation 2022-2024. En contrepartie, la communauté de communes des savoir-faire demande de reporter les crédits sur l'opération de réhabilitation de la piscine intercommunale de Bourbonne-les-Bains. Donc la commission s'est réunie le 8 juillet et a donné un avis favorable. Donc il vous est là proposé d'approuver la modification du programme et de signer l'avenant numéro 2 correspondant à cette modification. Merci, Madame la Présidente. Les élus du secteur pourront évoquer le sujet avec le Président en disant que, vous voyez, c'est très exceptionnel, mais c'était pour éviter que le territoire perde les fonds de la première contractualisation. Voilà. Mais on l'a fait pour diverses raisons, parce qu'on a aussi eu cet entretien et cette réunion avec l'équipe de votre communauté de communes. Et je crois aussi c'est pour faire aboutir, monsieur le premier adjoint de Bourbonne-les-Bains, un beau projet pour Bourbonne-les-Bains. Voilà, donc on ne refuse rien à Bourbonne-les-Bains. Jamais. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je voulais simplement dire que j'espère que le projet va aller au bout, c'est tout. Très bien. Écoutez, ça, c'est après, c'est à vous de voir. Madame Michel, vous allez vous occuper personnellement de ce dossier. Très bien. Bon. Bien. Enfin, la piscine, c'est un équipement important pour les écoles. Voilà. Alors, y a-t-il des votes contre sur ce rapport? Je n'en vois pas. Des abstentions? Il est adopté. Je vous remercie. Alors, le rapport suivant, c'était aussi un beau projet. On en parle depuis un certain temps. Un dispositif d'aide fléché sur le territoire du parc national. On l'a toujours dit, il faut vraiment accompagner ce territoire. On a aujourd'hui le parc national, il faut maintenant faire décoller ce territoire pour accueillir tous ceux qui voudront et qui viendront sur le périmètre de ce parc. Et c'est vrai qu'on a encore un peu de chemin pour pouvoir accueillir correctement en matière d'hébergement, en matière de loisirs. Et donc, ce qui vous est présenté, c'est un rapport spécifique avec une première série d'aides, de dispositifs pour inciter les porteurs de projets. Voilà. Alors, je laisse la parole à
Monsieur Martinelli, c'est vous qui présentez ce rapport. Oui, donc vous l'avez dit, hein, c'est un rapport qui arrive dans le cadre de la création du parc national et qui vise à ce que les collectivités présentes sur la zone d'adhésion puissent être amenées à aménager des espaces et développer des services en lien direct avec l'activité du parc. Certaines opérations, actuellement, en raison de leur nature, ne sont pas éligibles aux aides traditionnelles aux communes, bien que présentant un intérêt majeur. Et donc, c'est pour pallier cette situation et permettre aux communes du parc national de bénéficier d'un soutien particulier qu'il vous est proposé de créer un fonds d'aide dédié au parc national pour permettre donc de soutenir les projets d'investissement directement liés au parc, pallier les éventuels surcoûts de projets générés par l'activité du parc. Il s'agit de construire un dispositif limité sur le territoire du parc et sur ces thématiques spécifiques. Les bénéficiaires seraient les communes adhérentes à la charte, les EPCI et boursantes, les syndicats communaux et les associations présentes sur le parc. Les thématiques qui ont été retenues pour être proposées, c'est l'équipement et l'hébergement touristique. C'est également les projets innovants respectant la loi NOTRe, les projets économiques sous maîtrise d'ouvrage public et les biens divers et inamovibles à vocation économique ou touristique dans le cadre d'un projet de création, d'extension, de réhabilitation. Le financement serait indépendant des enveloppes existantes et le taux d'aide de 30%. Le fonds sera intégré dans les fonds thématiques et territoriaux. Il bénéficierait de crédits de l'autorisation de programme dédiés à ces fonds dans le cadre d'un redéploiement de crédits prélevé sur plusieurs fonds sous-utilisés. Merci, Monsieur Martinelli. On m'a posé la question ce matin si le département de Côte-d'Or s'inscrivait dans une telle démarche. Je dois dire que je ne peux pas vous répondre pour l'instant, mais je pense que ça serait effectivement logique qu'il y ait une réflexion un peu globale sur l'ensemble du parc. J'évoquerai le sujet avec le président Sauvadet prochainement. Alors, y a-t-il des questions sur ce rapport? Non. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons maintenant au FDE. C'est Monsieur Gouverneur qui nous présente ce rapport. Monsieur le vice-président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais signaler qu'au regard des catastrophes naturelles que nous subissons de façon plus intense chaque année, conséquence du dérèglement climatique, le FDE aujourd'hui prend tout son sens dans la politique départementale en faveur de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Puisqu'on intervient à travers ce fonds, vous le savez, sur la gestion de l'eau potable, la gestion des eaux pluviales, la lutte contre les inondations, la gestion des déchets ménagers pour l'écologie, l'éclairage public par rapport au coût de l'électricité et de la défense extérieure contre les incendies. Donc ce sont des thématiques, hélas, qui sont complètement d'actualité. Donc sinon, par rapport à ce rapport, donc, je vous propose d'attribuer sur le FDE les subventions détaillées dans le tableau ci annexé qui représente un engagement financier de 393 359 €. Il nous resterait disponible 836 967 €. Et après avoir recueilli l'avis favorable de la 5e commission, le président vous saurait gré de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions. Merci, Monsieur le Gouverneur. Y a-t-il des questions sur le FDE? Effectivement, le FDE aujourd'hui trouve tout son sens, mais va devoir aussi évoluer parce qu'on doit être en responsabilité sur nos accompagnements. Quelques pistes seront rapidement développées et officialisées ici, mais je veux vraiment qu'on fasse évoluer ces règlements d'aide parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, aujourd'hui il pleut, mais il ne faut pas oublier cette sécheresse qui dure maintenant et ce changement climatique. Et on doit aussi être une collectivité responsable qui montre l'exemple. Donc il y aura aussi des choix en matière d'accompagnement. Typiquement, il faut qu'on accompagne ceux qui font des efforts pour récupérer l'eau de pluie. On doit peut-être conditionner ou encourager ceux qui ont un surcoût dans leurs travaux pour récupérer l'eau. On doit peut-être accompagner ceux qui remettent en route une citerne. Est-ce que c'est normal d'avoir demandé aux communes cet été d'arrêter l'arrosage des fleurs? Certaines avaient mis beaucoup d'argent et ont laissé tout mourir sur place. Bah, franchement, si les communes avaient eu des citernes, on aurait peut-être pu continuer l'arrosage. Parce que bon, certains pensent que le fleurissement n'est pas important pour l'attractivité de ce département. Je fais partie de ceux qui, au contraire, sont convaincus qu'un département fleuri, c'est un département accueillant. Et d'ailleurs, on aura aussi l'occasion d'en discuter, mais je crois vraiment que le département, Madame la Présidente de la MDT, doit être pilote sur ces questions de fleurissement, mais aussi responsable en matière de gestion d'eau
Et l'eau, souvent, il en reste encore beaucoup dans les citernes, présentes partout dans les communes. Alors, sur le FDE, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Passons au rapport suivant. C'est vous, monsieur le gouverneur? Oui, bah oui. Bah, excusez-nous, monsieur le gouverneur, mais vous allez la voir, votre président de commission. Pour l'instant... On va la voir. Par courrier, excusez-moi monsieur le président, par courrier du 2 novembre 2021, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ONDRA sollicite les départements de la Haute-Marne et donc de la Meuse en vue d'étudier l'opportunité de la mise en place d'aménagements fonciers pour remédier aux impacts sur le foncier agricole du projet CIGEO, dont les emprises ont fait l'objet d'une enquête publique sur la déclaration d'utilité publique DUP cet automne 2021. La présentation jointe en annexe présente le contexte de cette saisine, son cadre juridique et les décisions consécutives. Sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier réunie le 5 mai 2022, après l'avis favorable émis par la 5e commission et considérant la nécessité d'étudier l'opportunité de réaliser ou non de l'aménagement foncier pour remédier aux dommages sur le foncier agricole et les dessertes agricoles du projet CIGEO, je vous saurai gré de bien vouloir désigner les communes de Cirfontaine-en-Ornois, Gillomé et Saudron pour lesquels il y a lieu de constituer des commissions communales d'aménagement foncier, instituer une commission communale d'aménagement foncier dans chacune de ces 3 communes et d'autoriser le président à solliciter les différentes organisations devant désigner leurs membres siégeant dans ces 3 commissions communales d'aménagement foncier. En fait, on aurait pu se passer de cette délibération, mais l'ANDRA, avant la DUP, n'a pas sollicité la commission départementale et de ce fait, on est obligé de repasser par les commissions communales, les désigner les représentants qui se prononceront ou pas sur la volonté d'un aménagement foncier. Normalement, l'aménagement foncier est déjà réalisé, mais voilà, il y a une démarche légale qui est aujourd'hui obligatoire. Merci, monsieur le gouverneur. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Non. Je soumets au vote ce rapport. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il est adopté. Je vous remercie. Nous passons maintenant au rapport numéro 20. C'est madame la vice-présidente Brigitte Fischer-Patria qui va nous faire pour la première fois un rapport de la 7e commission. Merci, monsieur le Synthétique, président. comme d'habitude. Synthétique, mais j'ai un petit peu changé mon paradigme. Simplement en donnant un petit exemple à chaque fois de ce qui sera présenté pour que ce soit peut-être un petit peu plus vivant. Voilà, mes collègues me le diront et s'ils trouvent que c'est trop long, eh bien, ils m'interrompront. Ne vous inquiétez pas, je vous le dirai aussi. Alors, comme vous le savez, chaque année, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie alloue au département une somme d'environ 550 000 € pour financer des actions de prévention de la perte d'autonomie. Ces projets peuvent être très divers et apporter un réel mieux-être à nos aînés. Par exemple, la semaine passée, Madame Nedelec et moi-même étions à l'inauguration d'une exposition de peinture réalisée par les résidents de l'EHPAD Félix Grelot de Nogent. Fierté et mise à l'honneur des résidents. Un résident à côté de moi m'a tiré la robe et me dit, juste après les discours, « C'est beau, hein, ce que j'ai peint ». Mis à part le bienfait thérapeutique, simplement exister encore. Ainsi, dans ce rapport, nous vous proposons de soutenir 3 projets, 2 pour l'EHPAD Lausier-Pourpre et 1 pour la Maison des Jeunes et de la Culture de Chaumont. Projet intergénérationnel de haute qualité. Ceci pour une aide totale de 7 026 €, projet ayant bien évidemment reçu l'aval de la conférence des financeurs et de la 7e commission. Merci, Monsieur le Président. Alors, pas de questions, c'est très clair, vivant, argumenté, sérieux. Bien, des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Nous passons au rapport suivant. Il s'agit d'un rapport présenté par Madame la vice-présidente en charge de l'insertion et de l'enfance. Merci, Président. Je vais essayer d'être aussi efficace que ma collègue. Donc, ce rapport est en lien avec la loi Taquet, loi relative à la protection des enfants. Cette loi instaure un groupement d'intérêt public, GIP, pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles, France Enfance Protégée. En fait, l'intérêt de ce GIP, c'est de centraliser un certain nombre d'informations et de gérer certaines actions, comme par exemple la gestion de l'Agence française de l'adoption, la base nationale des agréments des assistants familiaux, la gestion de la plateforme pour les informations préoccupantes. Donc c'est un financement à 50%
enfin 50-50 État, Conseil départemental. Et donc la 8e commission s'est réunie le 5 juillet 2022 et a recueilli un avis favorable. Donc le président vous saurez gré de bien vouloir approuver les termes de la convention jointe que vous avez pu lire et l'autoriser à signer cette convention ainsi que tous les actes administratifs afférents à sa mise en œuvre. Merci. Alors, ce GIP sera présidé par une présidente de département. Je peux vous dire que ce n'était pas une petite affaire et qu'il a fallu se battre à l'Assemblée des départements de France pour nous imposer. Et c'est la présidente du Maine-et-Loire qui présidera Madame Dabin, qui présidera ce GIP. C'est important pour nous de présider des instances dont nous avons les manettes, voilà, et la charge, voilà. C'était pas toujours une évidence et c'était pas évident au départ. Voilà. Et ça, c'est un combat que le département de France a obtenu et a gagné. Très bien. Alors, y a-t-il des questions ou pas? Non. Je soumets au vote ce rapport. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Alors maintenant, le rapport concernant le FSL pour l'année 2022, c'est Madame la Présidente Leduc qui présente ce rapport. Merci, Président. Donc effectivement, cette délibération concerne l'avenant financier relatif au Fonds de solidarité logement pour l'année 2022. Ce Fonds de solidarité logement permet d'aider les personnes à accéder à un logement locatif ou à s'y maintenir. Il peut également être mobilisé pour les factures d'énergie ou d'eau lorsque les personnes éprouvent des difficultés particulières. Le versement des aides du FSL est assuré par le département. Un appel à dotation sera lancé au cours du second semestre 2022 auprès des partenaires ayant versé un versement en 2021. Un effort collectif est indispensable pour maintenir un niveau d'aide constant aux Haut-Marnais les plus fragiles, notamment dans un contexte général de hausse des prix. Il est également constaté une diminution d'année en année de l'excédent cumulé du FSL, compte tenu d'une constante augmentation des dépenses. De 2018 à 2020, il y a eu à peu près 54% d'augmentation. Les partenaires financiers qui répondront positivement seront destinataires d'un avenant financier qui fixera la contribution de chacun pour l'année 2022. Deux modalités de versement de la participation sont utilisées, le versement au département ou l'abandon de crédence, procédure utilisée notamment par les compagnies des eaux. Selon le cas, deux modèles d'avenant ont été rédigés, un avenant prévoyant le versement des dotations sur le compte du département et un avenant prévoyant que la dotation du partenaire intervient sous la forme d'abandon de crédence. Les membres de la 7e commission ont émis un avis favorable sur la rédaction de ces deux projets d'avenant lors de la réunion du 5 juillet dernier. Aussi, le Président vous saurait gré de bien vouloir approuver les termes des deux modèles d'avenant financiers relatifs au FSL et de l'autoriser à signer les avenants qui seront pris sur la base de ces modèles. Merci. Merci, Madame Leduc. Alors, des questions? Non, je n'en vois pas. Je soumets au vote ce rapport. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, c'est adopté. Nous passons maintenant au rapport suivant. Contractualisation sur le plan de lutte contre la pauvreté pour la période juillet 2022, juin 2023. Un engagement de l'État à hauteur de 50%. Et un engagement du département à égalité avec l'État. Voilà, et donc ce sont des actions importantes dans le cadre de notre politique des solidarités. Et c'est donc Madame la Première vice-présidente qui présente ce rapport. Merci, Président. En effet, vous avez déjà entendu parler de cette convention qui répond à une déclinaison départementale du plan de lutte et de prévention contre la pauvreté, puisque nous l'avons signée le 28 juin 2019. Là, ce rapport a pour but de vous présenter une convention qui, parce que cette première convention arrivait à échéance, c'était pour une durée de 3 ans, elle fixe l'engagement de l'État et du département sur le plan financier avec une parité des financements, comme le disait le Président à l'instant. La convention initiale a été enrichie par 5 avenants et le dernier a été signé le 30 septembre 2021. Cette nouvelle convention que je veux vous présenter assez succinctement, elle doit être signée là dans les prochains mois afin d'acter une contractualisation pour une année supplémentaire allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Il s'agit d'une période intermédiaire, en fait, avant la mise en place par l'État d'une nouvelle démarche conventionnelle qui se déroulera sur 5 ans cette fois. Le financement est à parts égales, toujours. Le tableau financier que vous avez dû lire et que vous avez dans vos
tablette, il est estimatif et sans doute qu'il va être ajusté puisque nous avons encore des contacts avec les représentants de l'État pour bien finaliser toutes les actions et l'engagement des uns et des autres. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce plan pauvreté, il aura permis la valorisation et le développement d'actions concrètes sur le terrain à destination des personnes fragiles en Haute-Marne. Il est nécessaire de le poursuivre parce que ça permet vraiment d'affiner nos actions. Toutes les politiques publiques que nous avons autour de l'accompagnement, autour de l'insertion, la mobilité, la professionnalisation de nos équipes, elle est majeure. Et finalement, ce plan pauvreté, il a permis ça, de bien se mettre en phase avec l'État et de nous aussi se questionner sur la réalité et la pertinence de certaines actions que nous menions sur le terrain. Voilà, je vais vous en dire quelques exemples, mais sans rentrer trop dans le détail. Pour l'essentiel, le travail entrepris autour de la refonte et la revalorisation du travail social a permis le recrutement d'intervenants sociaux. Il a permis ce travail aussi d'améliorer les délais d'orientation des bénéficiaires du RSA. On sait très bien qu'en fait, plus vite les potentiels bénéficiaires du RSA sont pris en charge, mieux c'est. Et donc, nous avons considérablement amélioré le délai de prise en charge et c'est une réussite. Nous avons aussi déployé toute une organisation pour qu'il y ait des diagnostics sur nos politiques publiques et que du coup, nous ayons des aspects correctifs dans l'insertion. Nous avons développé une plateforme de mobilité. Notre volonté est aussi de faire un guichet intégré d'accueil social sur le territoire. Nous soutenons à Joinville le territoire zéro chômeur. Ça fait partie des priorités qu'on se donne sur certains territoires fléchés. Et enfin, nous soutenons bien sûr toutes les initiatives entreprises pour les métiers en tension. Voilà ce que je peux en dire dans les grandes lignes. Et il s'agit là aujourd'hui d'approuver le projet de convention que je viens de vous indiquer et d'autoriser le président à signer cette convention. Merci. Merci Madame la Première Vice-Présidente. Y a-t-il des questions sur cette contractualisation au plan pauvreté? Non. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons maintenant en 8e commission. Numéro 24, c'est Madame la Présidente Colombo qui présente ce rapport. Il s'agit d'aide aux associations sportives. Oui, merci Président. Donc là, il s'agit d'une délibération avec 3 types d'aides. Donc tout d'abord, l'aide aux clubs locaux. Pour cette aide, il s'agit d'attribuer 10 € à chaque licencié de moins de 17 ans. Donc là, vous avez un tableau qui est très très long, je ne vais pas vous en faire la lecture. Ça concerne 66 clubs sportifs pour un montant de 44 280 €. Ensuite, nous avons l'aide à l'emploi sportif. Là, cela concerne 6 emplois. À chaque fois, vous avez 3 000 € pour chaque emploi sportif. Donc, la subvention totale est de 18 000 €. Et puis, on vous demande également d'autoriser, Monsieur le Président, à signer les conventions et les renouvellements de conventions. Ensuite, concernant l'aide aux manifestations sportives, il s'agit d'une subvention globale de 3 300 €. Cela concerne 4 clubs. Je pense qu'ils méritent d'être nommés parce que ce sont des manifestations qui existent depuis longtemps. Nous avons la 31e corrida pédestre de Chaumont qui a lieu demain, organisée par l'OMS, les 42e boucles de Bologne, et puis la 17e Endurance Squad qui concerne les 10 heures de Goncourt. Et le dernier, il s'agit de l'Ocyclopédie, c'est organisé par le triathlon de Langres. Donc c'est un petit coup de pouce parce qu'ils ont dû annuler leur manifestation suite à un arrêté préfectoral dû aux grosses chaleurs. Et puis dans cette délibération, il vous est aussi proposé de rejeter les 2 demandes d'aide aux athlètes de haut niveau. Un rejet parce qu'on participe déjà dans le cadre d'un autre règlement. Et puis le second rejet, cela concerne du sponsoring et nous n'avons rien dans nos règlements à ce sujet. Merci Madame Colombo. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 24?
Non. Je le soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 25. Il s'agit d'aide au monde culturel et la vie associative. Et c'est monsieur le vice-président Kalal qui présente ce rapport. Merci, Monsieur le Président. Donc, le département de la Haute-Marne, acteur majeur en matière de culturel, affirme sa volonté de soutenir les arts, la culture, le patrimoine et la vie associative sur l'ensemble du territoire à travers ses propres actions et par l'accompagnement des acteurs locaux dans leurs projets. Donc, 4 chapitres. On a l'aide aux associations de jeunesse et d'éducation populaire. Sur ce dispositif-là, il est proposé d'attribuer la somme de 2 000 € au bénéfice de l'ACCESS, c'est l'association cantonale culturelle d'éducation et sportive, dans leurs actions d'éducation artistique et culturelle. Le deuxième chapitre, c'est l'aide au spectacle vivant. C'est un accompagnement qu'on fait depuis plusieurs années dans le cadre d'une convention pluriannuelle avec l'association Tintamarre. Mais la nouveauté cette année, en 2022 et en 2023, cette association souhaite mettre en œuvre un nouveau projet intitulé « Émulsion forte » pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et à ce titre, il vous est proposé d'augmenter le soutien à cette association à hauteur de 5 000 €. Donc au total, pour le spectacle vivant, ces nouvelles propositions s'élèvent à 35 000 €. Le troisième chapitre, c'est l'aide à la pratique amateur. Par ailleurs, dans le cadre de l'aide à la pratique en amateur et dans le but de favoriser le développement d'une vie culturelle de qualité, le Conseil départemental entend à soutenir à hauteur de 800 € la création de 2 pièces de théâtre mise en œuvre par la compagnie, c'est du spectacle amateur, mais de qualité, la compagnie des oiseaux. Et le dernier chapitre, c'est celui de les manifestations d'intérêt départemental. Donc là, c'est 4 associations haut-marnaises qui ont déposé un dossier dans ce sens, pour un total de 5 300 €. L'ensemble de ces demandes de subvention et ces propositions qui ont été examinées par la 8e commission, vous les trouvez dans le tableau qui est joint à votre dossier. Donc après avoir recueilli l'avis favorable de la 8e commission réunie le 8 juillet dernier, il vous serait gré de bien vouloir rejeter les demandes telles qu'elles sont indiquées dans le tableau, de déroger au règlement accordé au comité d'animation de Brottes une aide supérieure à 15% maximum du coût du projet, d'attribuer 2 000 € à Access, d'attribuer les subventions relatives à l'aide au spectacle vivant dans le tableau pour un total de 35 000 €, 800 € pour la pratique amateur pour le théâtre, attribuer les subventions relatives aux manifestations d'intérêt départemental pour un total de 5 300 €, d'approuver les termes des conventions à intervenir avec les associations de Tintamarre et les concerts de poche, d'autoriser Monsieur le Président à signer ces conventions et tous les actes pour la mise en œuvre de ces conventions. Et bien sûr, en fonction de la crise sanitaire, le département se réserve la possibilité de verser tout ou partie de l'aide attribuée comme participation au fonctionnement pour l'année 2022. Merci, Monsieur le Vice-président. Est-il des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas. Je le soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Puisqu'on parle quand même de vie culturelle ou associative, je pensais quand même que quelqu'un allait souligner dans l'Assemblée l'événement quand même qui a fonctionné de façon assez extraordinaire cet été au Château du Grand Jardin. Je sais que les uns et les autres y sont allés. Je voudrais quand même remercier tous les partenaires qui se sont associés. Bien sûr, il y a Art Vivant 52, mais il y a aussi la communauté de communes et toutes les animations qui ont fait un événement important. C'était un peu le rendez-vous de l'été de tous les Hauts-Marnais. J'y ai vu beaucoup de shows monter, beaucoup bien sûr de bragards qui sont venus passer des soirées entières et sont revenus d'ailleurs de semaine en semaine dans les châteaux, dans les jardins du Château du Grand Jardin. C'était vraiment exceptionnel, voilà. C'était populaire, c'était de haute qualité, et je crois qu'on tient peut-être la recette, Madame la Présidente Colombon, on tient peut-être la recette pour faire vivre ce jardin, et ça devient vraiment un rendez-vous incontournable, je crois, pour une partie de ce territoire. En tout cas, voilà, je voulais vraiment remercier tous les acteurs. On a fait quelque chose de bien, et je crois qu'on a entendu les uns et les autres que des retours positifs de ce qui avait été réalisé par tous ceux qui ont souhaité nous accompagner pour animer ce château, ce jardin, propriété, je le rappelle, du conseil départemental. Voilà, merci. Alors, maintenant, nous passons au dernier rapport. Il s'agit des dotations cantonales, et c'est à nouveau vous, monsieur le vice-président Kalal. Merci, Monsieur le Président. Un rapport classique, mais essentiel pour notre territoire, pour nos associations. Donc, pour l'année 2022, l'Assemblée départementale a voté un crédit de 76 000 € au titre des dotations cantonales. Donc, il vous est proposé en annexe l'ensemble sur 5 territoires, Chaumont 3, Heurville, Bienville, Poisson, Saint-Dizier 1, Vassy, et pour un total de dotation de 9 900 €. Donc, il vous serait gré de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions.
Merci, Monsieur le Vice-président. On avait tous remarqué que Monsieur Thiebaud n'avait pas pris part au vote au rapport numéro 25. Bien sûr, tout le monde l'avait remarqué, ça sera d'ailleurs noté dans le procès-verbal. Alors, merci, Monsieur le Vice-président, pour le rapport numéro 26. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Très bien, merci. Oui, Madame Robert Dehaut. Je ne vous retarderai pas longtemps. Juste une minute pour répondre à la question que vous m'avez posée au départ de cette session, concernant ma présence ou non dans plusieurs commissions. Donc, je ne vous cache pas, en toute honnêteté, j'ignorais que j'étais la seule à ne faire partie que d'une seule commission. Voilà. Bon, tout le monde comprendra que si aujourd'hui je suis dans plusieurs commissions, je ferai mal mon travail de député, qui est très prenant. Je ne vous cache pas, c'est tout le temps. Donc je ne prendrai pas je ne serai pas présente dans une deuxième commission. Je tiens à vous dire par contre que là, la commission de solidarité, dans laquelle je suis actuellement, j'ai été encore il y a 2 jours en tant que représentante du département à l'association d'aide aux mères et aux familles, comme je le fais à toutes les assemblées générales 4 fois par an, je crois, enfin les assemblées 4 fois par an depuis 2015, depuis que j'ai pris en charge cette fonction dans leur équipe. Voilà. Bien, j'entends bien vos arguments, mais vous n'étiez que dans une seule commission déjà quand vous n'étiez pas député. Donc la question se pose quand même, et c'est simplement par honnêteté vis-à-vis de l'ensemble des collègues. Donc je persiste et je signe. Je pense que ce serait intéressant d'être dans une deuxième commission. On a tous des responsabilités importantes ailleurs, et quand on prend un mandat, on l'assume jusqu'au bout. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite un très bon week-end.